Bonjour à tous, Bonsoir. bonsoir à tous, et bienvenue dans l'équilibre instable, cette nouvelle émission test. Alors, avec moi autour de la table, j'ai Blondin, l'homme qui, quand il sent vibrer quelque chose dans son pantalon, ne pense jamais à son GSM. C'est pas faux. Ah, mais bonsoir quand même. Alors, j'ai aussi Francesco. Bonsoir à tout le monde. Alors, Francesco, c'est un petit peu l'homme qui paye ses impôts à Janus, tellement il a de visage. Oui, si on veut. Et ensuite, j'ai Abaddon. Bonsoir Abaddon. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc Abaddon qui est l'homme qui quand on lui propose, quand on lui dit santé pour boire un verre, il répond toujours avec. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Donc bah écoutez, merci d'être venus les amis. La route était longue, mais ça allait. Merci de l'invitation. Oui, et puis il y avait quand même des chips et ce genre de trucs, donc je veux dire, il y avait quand même un minimum, quoi. Ah oui, les chips, bah n'hésitez pas à en manger, hein, on s'en fout un petit peu pour les micros, c'est pas comme si, voilà. Bah dis-moi, Francesco, qu'est-ce qu'on a un petit peu à l'ordre du jour? Ah, on a toute une série de bonnes choses, tu vois. Dis-nous D'autant tout. plus que j'ai étudié le canevas de l'émission par cœur. Donc on va commencer par les news. Hein. Oui. Donc il va y avoir des nouvelles fraîches. Ah, mais on avait oublié de dire de désactiver les téléphones. Exactement. Oui. Alors après les news, ce sera tip top. Donc ce sera le principe, c'est que certaines personnalités sont au top et d'autres sont Moins top. moins top. Oui, c'est ça. Ensuite, on aura une petite partie qui sera assurée par. Mais on ne va pas trop en dire. Par tout de suite. Blondin, par Blondin. Par Blondin. Merde, C'est pas grave, ça. Ah merde. Par C'est pas Blondin, grave. oui. Faudra mettre des bips. Je mettrai des billes. Non mais par Blondin, voilà qui. Et Blondin, c'est quoi un petit peu le principe de ta chronique? Nous disons que je préfère encore rester un peu mystérieux sur le sujet pour le D'accord. moment. Très bien. Tiens les gens en haleine. Hein. Ensuite, Et puis ensuite, on reçoit notre invité. Abaddon. Absolument, qui sera là et donc il va nous révéler quelques secrets sur le thé, si j'ai bien compris. Exactement, c'est tout à fait ça. et il y a des mystères à connaître sur le thé? 1001. Oh. Alors vivement restez bien tantôt. avec nous. Ensuite, eh bien, je vous ferai une petite partie un peu plus divertissante puisque c'est toi aussi et pas de tes amis, donc je n'en dis pas plus pour le moment. Et puis nous aurons l'effet 16 neuvième, ça ce sera... Ah oui, bah c'est une petite chronique que j'ai écrite après avoir vu un film, donc j'irai chercher sur Google Docs ce que j'ai écrit et puis voilà. Je vous ferai part de mon avis sur un bon vieux film des années 90, notre génération. Absolument. Et puis on terminera par les recommandations d'usage. Mais ça, bon, on verra bien, ce sera pour la fin de l'émission. Restez bien avec nous. Alors voilà, bah écoutez, je crois qu'il est temps de passer aux news. Blondin, ta news. Ma news. Tu vas nous parler de jeux de rôle, je pense. Oui, c'est ça. Donc, au départ, je savais pas très bien à quoi venir, mais puis un petit tour sur Internet et on apprend de bonnes nouvelles. quand Il faut quand même dire à nos auditeurs que tu es un petit peu notre spécialiste jeu de rôle. Oui, voilà. Toi aussi, tu maîtrises, mais on va dire que je suis celui qui fait le plus de recherches sur le sujet. Passionné. Voilà. Oui, quand même. Ouais, j'essaye de lire le plus possible sur les jeux de référence, ce genre de choses. Et là, ben, c'est pas un jeu de référence, c'est quelque chose que je suivais depuis un moment, mais j'ai eu la surprise de voir cette semaine que le jeu Into the Odd allait être traduit en français chez les 12 singes. Les Voilà. 12 singes, comme Oui, l'armée. c'est surtout un petit éditeur, enfin petit, dans le monde du jeu de rôle, c'est quand même un éditeur qui a son importance, français, qui pour le moment c'est surtout borné à faire de la création. Voilà. Mais depuis quelque temps, ils font une espèce de mélange entre traduction et création. Donc là, au départ, c'est un jeu écrit par un Écossais, Chris McDowall, si je crois bien. Quel joli nom. Voilà. Qui proposait un univers hyper barré avec un système minimaliste. Voilà. 3 D'accord. caractéristiques, un G soit un D20, et c'est tout. À peu près. Ça, plus une multitude d'objets magiques qui peuvent apporter des effets un peu particuliers en jeu, mais en soi, le cœur du système, il est là-dessus. Par contre, en termes d'univers,
c'est pas un univers très précis. Il est vraiment brossé en grandes lignes, mais les points d'ancrage sont très forts. Franchement, c'est un univers très immersif. Et ça ressemble à quoi alors? Pour vous donner, je vais vous dire Moby Dick, Dishonored, Lovecraft. Mélangez un peu tout ça et vous avez déjà une bonne idée. Donc Voilà. en gros, il y a de l'eau et il y a de sales trucs qui sortent de l'eau. C'est un peu ça. Grosso modo, tout comme l'humanité n'existe fondamentalement que dans une seule ville qui ressemble à une espèce de Londres gigantesque. Voilà. D'accord. Une ville qui s'appelle Bastion et qui se autoproclamait havre de l'humanité. Il n'y a pas d'autres villes sur Terre. Hein. Les autres, c'est que des bouseux. C'est à peu près ça. C'est souvent le cas Voilà. d'ailleurs. Est-ce que ça change vraiment du monde actuel? Et là, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment brossé par quelques images, si tu veux, des descriptions très brèves, mais il y a vraiment tout un univers qui est transporté là-dedans. Par exemple, voilà, tantôt je parlais des objets magiques qu'on peut retrouver dans ces... Voilà, le style d'objet magique que tu vas trouver, c'est par exemple une espèce de, on va dire, de pipe que tu vas fumer, et en fait tu vas ouvrir un portail vers un autre monde. D'où va sortir un truc avec des tentacules et de pseudopodes, bien sûr. C'est dangereux Voilà. de fumer dans ce monde-là. Oh, c'est dangereux de se balader en ville déjà. Voilà. Voilà. Ça donne envie de sortir Oui. de chez soi. Non, mais Donc voilà. rester à la maison pour jouer à des jeux de Voilà, rôle. donc théoriquement, on joue des explorateurs lambda comme dans tout bon donjon et dragon, mais ne serait-ce que sortir pour aller au bout de la rue, c'est déjà une expédition, quoi, voilà. Comment vivent les gens alors? Ben, il n'y a pas vraiment de logique. On est vraiment dans un univers de type weird, si tu veux. D'accord. Voilà, pour faire référence à la weird fiction, donc là où des auteurs comme Lovecraft, Robert Howard, Clark Ashton Peace se sont épanouis. Voilà, donc on est dans quelque chose qui a des images qu'on connaît très bien, une espèce d'Angleterre fin 18e, 19e, un peu mélangée. En termes d'univers urbain, mais où la moindre chose va prendre des proportions extrêmement bizarres. Il y a un petit côté lynchien aussi dans ce genre de description. Vous D'accord. voyez un peu Eraserhead, c'est Eraserhead. Donc on va pas forcément tout comprendre. Ah, je crois que le but c'est de se marrer à ne pas comprendre à certains moments. D'accord. Et donc Into the Odd. Voilà, donc là, devant moi, pour le moment, j'ai le kit de démo. Donc, c'est Ouais. quelque chose qui fait à peu près 28 pages. Donc, il brosse grosso modo ce que je viens un peu de vous dire en termes d'univers. Les règles vraiment fondamentales pour les personnages, la création. Et ensuite, 5 pré-tirés. Bon, reproduit 2 fois, ça c'est un peu dommage. Mais franchement, les pré-tirés sont intéressants, ils sont bien foutus. Hein, avec déjà, c'est ça aussi qui est bien dans ce jeu. Rien que la création de personnages, il y a déjà le côté étrange qui est dedans. Par exemple. Voilà, pour donner, en fait, quand on crée le personnage, on va lui tirer aléatoirement une étrangeté. Voilà, les étrangetés, ça peut être, par exemple, oh tiens, ce vieil objet étrange que mon oncle a ramené d'Afrique, ou alors simplement une difformité physique. Un des personnages, par exemple ici, il est représenté sans visage. Parce qu'il vaut mieux pas que tu vois à quoi il ressemble. D'accord. Voilà. Et donc ça peut avoir des effets en jeu, mais l'idée c'est que c'est pas codifié dans les règles. C'est un peu... C'est par le roleplay qu'on va... C'est par l'ambiance de la table, j'ai envie de dire. Si le joueur est ingénieux... Il va et pouvoir qui faire apporte quelque chose Oui, de cette étrangeté. mais le MJ aussi, à ce moment-là. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, on est dans un jeu qui a un esprit OSR, Old School Role Playing. Voilà. Donc comme au début du jeu de rôle, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose d'un peu punk hein, au niveau de cette démarche-là aussi. Hein. D'accord. Et Autre ça chose. se joue à combien? Ah oui. Bah, Ça c'est la question quand tu fais du jeu de rôle. À proprement parler, il n'y a pas de nombre au jeu de rôle. Hein. On a déjà joué à une table à quasiment 12, si je me souviens bien. Donc voilà. Fameuse nuit d'Halloween. Voilà. Et ça dépend quand même un peu des règles, je pense. Ce genre de jeu-là, les règles sont tellement légères. Tu peux jouer avec 10 personnes autour de la table. De toute façon, il y a la moitié qui vont crever après 5 minutes. Ah oui, le système Ils sont est très éliminés létal. alors. Oui, le système est très létal, mais franchement, ça prend 2 minutes 50 de refaire un perso. C'est quelques jets. Voilà, tu effaces à la gomme ce que tu avais sur ta fiche, tu réécris. C'est reparti. Mais est-ce qu'il y a un nombre idéal? Est-ce qu'il y a le mieux c'est de jouer, je sais pas moi, à 4 ou à 6? On verra un peu ce que dit Maxter, mais voilà, moi j'aime bien quand on est à 4 ou 5. Voilà, je trouve que c'est un bon chiffre.
Ça me paraît bon, ça, 4 ou 5. Mais voilà. Mais moi j'ai déjà entendu des gars qui jouaient à 10 sans problème. Mais bon, c'est parfois des vieux briscards qui jouaient avec Donjons et Dragons première édition, quoi, tu vois, il y a 35 ans. Oui, c'est ça. Et une partie dure combien de temps en moyenne? Ça dépend des joueurs. Ça dépend de la table. Ouais, parfois, le scénario on le finira jamais. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je crois qu'il y a un auditeur des auditeurs qui se reconnaîtront. Je suppose aussi. Mais voilà, on peut facilement. Moi j'aime bien les scénarios qui durent à peu près 4 heures. Hein, ou alors une petite soirée en pote, quoi. T'as une histoire des bières, des construite pizzas. Suffisamment. Tout roule, voilà, mais on a déjà fait des soirées qui duraient bien au moins 7 heures. Quand on s'y prend tôt. Et encore une fois, moi, j'ai déjà entendu des mecs qui n'ont pas l'occasion de jouer souvent et donc ils font des week-ends marathons. Voilà, hein, ils se voient 3 jours d'affilée, ils jouent autant qu'ils peuvent. C'est un peu comme quand, c'est un peu en décembre, quoi, voilà. Ouais, pour les fameuses vacances d'hiver. C'est ça, des vacances d'hiver. Et est-ce qu'il existe des forums, des communautés ou des sites web où des gens qui sont seuls ou pas assez nombreux peuvent se mettre ensemble tu sais, par exemple, à Liège, il y a peut-être des gens qui ne se connaissent pas mais qui jouent au même jeu. Est-ce que ça existe des endroits où ils peuvent se retrouver sur Internet voilà. Oui, tu parles de Liège aussi. Donc à Liège, il y a déjà 2 clubs de jeux de rôle. Hein. Il y a parce qu'on n'a pas précisé, mais nous, on est dans la majorité liégeois. On enregistre cette émission pour les liégeois et pour ceux qui voudront bien nous écouter. Mais voilà, on est quand même centré en Belgique et en Belgique de l'Est plus particulièrement, donc voilà, je te laisse répondre. Sur Liège, moi je connais 2 clubs. Il y a le Fumble Asylum qui est situé en hors-château, et il y a le club des Fines Lames, je crois, mais lui je ne sais pas où il est situé. On a déjà croisé des gens à retrouvailles et ce genre de choses. S'ils nous écoutent, manifestez-vous, quoi. Oui, surtout qu'il y a quand même quelques personnes qui sont très actives dans le monde francophone du jeu de rôle. Hein. Sur Liège, je pense par exemple à Critarque, qui a quand même popularisé plus ou moins Dungeon World en français. C'est un des traducteurs. Il a aussi traduit Fate, qui est un système de jeu générique. Voilà, donc on a quand même quelques personnalités en Belgique dans le monde francophone. Voilà, hein, il faut vraiment les mettre en avant aussi quand même. Voilà, mais pour répondre aussi à ta question, il y a un forum qui est quand même très important dans le monde francophone pour le jeu de rôle, c'est Casus No. Voilà, Casus No en fait c'est Casus non officiel. Ça tire son nom en fait de l'ancienne revue qui est rééditée aujourd'hui, qui s'appelait Casus Belli. Pour ceux qui n'ont pas fait de l'ATA, le motif de la guerre. Oui, c'est ça. Mais au départ, le jeu de rôle tient quand même ses origines historiques du wargame. Aussi. Voilà. Donc, le magazine, quand il l'ouvrait, il parlait jeu de rôle, mais c'était surtout wargame. Voilà. C'est après, assez rapidement quand même, après 5-6 numéros, que le côté jeu de rôle a vraiment été bien mis en avant. Et c'est devenu la revue de référence des années 80 jusqu'à 2000, la fin de la première édition, puis 2 tentatives de le relancer, ce magazine, sans vraiment de succès. Et je crois que depuis 2011, on est à la 4e édition, et là, il y a un boulot vraiment top qui est fait. En même temps, c'est un des plus gros éditeurs de jeux de rôle français qui est derrière, c'est Black Book Edition. Donc, il y a des moyens, il y a des auteurs, et on a de la qualité. Merci beaucoup. Donc, Into the Odd, c'est ça? Oui, voilà. Bientôt apparaître en français, parce que ça existe déjà en anglais. Donc, à partir du 12 avril, il y a un Ulule pour le financer. Le financer, je crois qu'il va être financé sans trop de problèmes. Mais voilà, l'offre qui est faite est très intéressante. Le jeu de base va être étoffé avec de la création française. L'écran va être magnifique. Il y aura des aides de jeu qui font un peu gadget, mais qui sont quand même toujours utiles à avoir, et aussi un supplément complet de contexte, vraiment qui décrit de l'univers, et une petite campagne en 3 actes. Donc ça, c'est quand même toujours bien d'avoir du prêt à jouer assez rapidement. Surtout que là, franchement, le système est lu en 5 minutes, vous lisez la campagne, et directement après, vous pouvez vous lancer, à mon avis. Et donc, du coup, ça coûte combien concrètement? Là, pour le moment, je n'ai pas encore les chiffres, parce que voilà, le Ulule ne commencera que le 12 avril. Voilà, mais les 12 singes sont quand même plutôt démocratiques au niveau du prix. En général, on a un jeu de rôle bien complet pour à peu près
une trentaine, maximum une quarantaine d'euros. Là, il faudra voir un peu la formule qu'ils ont envie de choisir. C'est un petit peu ça. Parce que sinon, si on part sur le combo habituel, livre de base plus écran, là, ça peut monter jusqu'à 70 euros. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette petite news jeu de rôle. Alors, comme on pioche un petit peu ici dans tout et dans rien, Francesco va nous parler de totalement autre chose, ou pas? Je peux, oui. Je ne sais pas, oui. Je n'ai pas prévu grand-chose, mais on peut parler théâtre, par exemple. Ah, mais par exemple, ça nous ferait plaisir de t'entendre parler théâtre. Pour un petit peu changer. Ça changerait. Oui, absolument. Donc voilà, il faut savoir que je vais parler de ce que je connais le mieux, puisque donc je fais partie de la troupe de la Bouffonnerie, donc qui est ce restaurant-théâtre qui est situé rue Haute-Sauvenière. Allez, vas-y, ça commence pour la pub. Allez. Rue Haute-Sauvenière à Liège, qui était un lieu vraiment magnifique, extraordinaire. Mais donc nous allons jouer. Donc on a commencé les répétitions la semaine dernière. On va jouer. Mais oui, donc tu aides dans la petite maison, dans la Préale 2. Absolument, le deuxième volet de la petite maison dans la Préale. Donc déjà tout un programme avec le titre. Donc dorénavant, vous retiendrez que quand Francesco n'a pas de news, il parlera de ses expériences professionnelles. Mais il est très très bon comédien, donc on s'en fout, c'est toujours un plaisir de le voir sur scène. Oh, c'est gentil. Mais donc ici, pour vous expliquer un peu le pitch, c'est donc dans le premier épisode, la petite maison dans la Préale 1, le principe c'est que donc une famille de bourgeois qui est plutôt désargentée en fait cherche un moyen d'arrondir ses fins de mois, et ce qu'il a trouvé comme idée, c'est que il loue un cote à la Préale, donc qui est un quartier à Herstal. Il va installer un volet électrique sur la fenêtre, et donc avec un monnayeur, et les gens vont mettre des pièces dans le monnayeur pour soulever le volet. Et donc normalement ce genre de choses se passe dans les peep shows, hein. Donc au lieu de voir une femme dénudée, oui voilà, pas trop vêtue, ils vont pouvoir assister à la vie d'une famille de baraki liégeois traditionnels. Donc vous allez pouvoir assister au fait que ces bourgeois vont devoir s'habiller en baraki et inventer des scènes rocambolesques dans un liégeois assez succulent pour pouvoir survivre et pour avoir un petit peu de sous. Donc ça part un peu dans tous les sens, c'est très chouette. Et le deuxième volet, eh bien comme il est toujours en cours d'écriture, eh bien on est toujours en train de le travailler. Et vous avez quand même commencé les répétitions. On a quand même commencé les répétitions parce qu'il y a 2 nouveaux personnages, donc c'est-à-dire qu'il y a les parents de la fille qui est dans ce cote à la Préale, qui sont 2 propriétaires du château de Rotherimière, qui vont découvrir en fait ce monde absolument fou dans lequel, oui c'est absolument fou dans lequel, le monde merveilleux des baraki. sa fille est impliquée, et donc du coup il va y avoir la confrontation de 2 mondes encore plus forte que la confrontation bourgeois baraki. Là ce sera noble baraki, ce sera croustillant, donc voilà. Mais ça va faire les faits divers de Sud Presse, hein, j'ai l'impression, cette histoire. Ou de Nord Presse. Non, Sud Presse. Ah, pardon. Il y a du sang, hein, donc... Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Donc voilà, et donc ce spectacle, on va le jouer à partir du 1er juin, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, et ce jusqu'au 30 septembre. Donc voilà, avec une petite pause pendant les grandes vacances. Exactement, donc, du 15 juillet au 15 août à peu près. D'accord, donc foncez aller voir La Petite Maison dans la Préale 2. Parce qu'on est ici pour faire de la pub à nos potes, au fait, juste donc... Oui, merci beaucoup. Je te donnerai le chèque tout à l'heure. Oui, merci. Abaddon, à toi. As-tu une petite news? Ton bouquin que tu n'as pas encore reçu, par exemple. Oui. Je voulais vous parler d'un livre, un nouveau livre. À la base, tu voulais nous en parler en recommandation, mais tu n'as pas eu le temps de mettre la main dessus. Donc, du coup, la nouvelle, c'est ne réservez pas de livres à la Fnac. Ça ne fonctionne pas. Je connais. Voilà. On a tous eu une expérience plus ou moins désastreuse avec la Poste ou un organisme tiers. Attends, un livre qui met 6 mois à ne pas arriver... C'est quand même inquiétant. Surtout quand tu viens les emmerder à peu près 3 fois par semaine. Oui. 6 mois, c'est un record. Et là, je pense que tu peux postuler pour le Guinness Book. C'était quel livre? En fait, c'était un cadeau pour mon oncle. Hein. C'était son anniversaire. Voilà. Il aurait pu l'avoir pour l'année suivante. Ok, voilà. C'était Le Canard enchaîné illustré, en fait, pour les 100 ans.
D'accord. Et donc, Abaddon, il ne faut pas la Fnac. Pas la Fnac. Donc, surtout pas, non, la pas Fnac. la Fnac. Mais bon, je vais quand même vous parler du livre parce que j'ai lu pas mal de critiques dessus. Je sais de quoi ça parle. Donc, c'est L'Empire du thé qui est signé par Catherine Rougeventre. C'est un livre sur le thé chez Chinois et surtout sur les Chinois et le thé. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment c'est envisagé par les Chinois depuis l'époque Tang jusqu'à aujourd'hui. On va vraiment tout balayer, donc la culture, la structure du thé, la culture, les différents terroirs et puis les couleurs de thé qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Bon, il y a des couleurs dans le thé. Oui, on verra ça après. Oui, je fais mon cordide. Je croyais que c'était les orties en fait qu'on utilisait. Pas que. Il y en a aussi. Et donc le livre est bien. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est une vraie brique. Donc on n'a pas les clichés qu'on a d'habitude. C'est vraiment une recherche, une rencontre avec des gens qui vivent avec ça depuis toujours. Ici en Occident, c'est un effet de mode, c'est nouveau. Chez eux, c'est vraiment du quotidien. Donc on a vraiment un autre regard, on a un changement de perspective. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc j'attends que la Fnac essaye de trouver ton ce livre. Que j'ai demandé. Et puis, je vous en reparle. Ça va, d'accord. Bon. Et donc, redis-nous le titre. Donc, c'est L'Empire du thé. De Catherine Rougeventre. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, moi, je vais vous faire une petite news éclair dans le genre que moi aussi, j'ai pas trop non plus trouvé de news. J'ai bossé le reste de l'émission, monsieur, mais je n'ai pas... Mais oui, moi aussi, voilà. Bah oui, ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Mais donc, la petite news Twitter du jour, c'est pour en tout cas 3 autour de la table, le remake HD de StarCraft premier du nom. Hein. Bon, alors, faut quand même... on s'en fout si mes parents écoutent, hein, mais StarCraft, moi j'ai quand même commencé avec ça quand j'avais 10 ans, donc... T'as respecté le PJ au moins? Bah pas vraiment, parce que c'était 12, je crois, mais enfin bon, c'est pas grave. Et je suis tombé dans la science-fiction à ce moment-là. Donc voilà, moi, revoir un jeu comme ça qui va repartir en HD, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que c'était quand même une grosse partie des meilleures années de ma vie. Donc... Voilà, je crois que je vais économiser pour le StarCraft HD. Oui, parce que bien sûr, tu vas prendre l'édition collector, hein, comme d'hab. Je sais pas s'il y aura une édition collector. À mon avis, ils vont le vendre pas très cher pour pouvoir... c'est juste pour les fans de la première. Un Blizzard et les collectors, c'est un peu des spécialistes. Bon, bah s'il y a une collector, oui, j'achèterai la collector. Hein, c'est pas comme si j'étais connu pour ça aussi, donc... Non. Donc voilà, pour les petites news diverses et variées, on va maintenant passer à la rubrique Tip Top. On va faire dans l'autre sens. On va commencer par Abaddon. Abaddon, as-tu des personnalités que tu aimerais bien encenser ou autre? Donc Abaddon, nous t'écoutons. Donc je vais revenir une fois là-dessus, mais la Fnac, non, vraiment pas. Donc s'il y a un directeur général, quelque chose qui nous écoute, non, monsieur, ayez honte. S'il vous plaît. Mais on fait de la pub, mais on fait parfois de l'anti-pub hein, aussi, voilà. Ouais. On peut manifester notre mécontentement, on fait un petit peu ce qu'on veut. Aussi. Sinon, il y a deux personnalités locales, voire régionales. Je pense à deux anciens... non, même pas, un doctorant à l'Université de Liège qui a sorti un merveilleux petit ouvrage. Tricheur. Sur la cathédrale de Saint-Jean-Nil, c'est ça? Saint-Jean, voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, il est là-bas, il est sur la table. Je parlais pour Abaddon. Donc voilà, donc vraiment top, des gens qui font des études universitaires et qui réussissent dans leurs études après. Universitaires. Je pense que tout le monde ne peut pas s'en vanter. Donc, oui, exactement. En même temps, si on avait fait des études porteuses, ça se saurait aussi. Ça se saurait. Donc voilà. Parce qu'après, on est obligé de se recycler, on vend du thé, ce genre de choses. Ouais, exactement. Donc,
la collégiale Saint-Jean-en-Île au carnet du patrimoine wallon par Alexandre Alvarez et Kevin Schmidt. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Attendez, il faut l'accent. Alvarez Diaz. Ah, El Chorizo masqué. El Chorizo. Francesco, tu n'as rien. Tu n'aimes personne, tu ne détestes personne cette semaine. Oh, moi j'aime tout le monde cette semaine. Voilà, cette semaine, tu as tout le monde. Je suis plutôt dans un mood. Voilà, j'aime tout le monde. Voilà, ok, Toujours d'accord. été un bisounours. Ouais, Oui, mais bon, exactement. c'est peut-être mieux d'être dans ce sens-là. Exactement. Blonda. Oh bah, pour le bas, faut avouer que vous avez encore regardé les débats politiques en France. J'aimerais bien regarder celui qui a duré 4 heures en rediffusion, mais j'ai pas encore pris le temps. Sur BFM, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Bah, il y avait les petits candidats, donc... Oui, c'est ça qui paraissait intéressant, hein, même si Oui, bon... on est assez éloigné en Belgique de la politique française. Oui, bon, les petits candidats... Ça reste les petits candidats, donc s'ils font 2%, on est content. Bon, Dupont-Aignan montre à 5, c'est déjà pas mal. Et il paraît que Philippe Poutou a mis tout le monde en PLS. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, il y a eu 2-3 bons mots. Il y en a un qui va rester sûrement à la postérité, parce que le coup de allez, merde. L'immunité parlementaire. Voilà. Ouvrière. Ouvrière face à l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, ça va rester. Hein. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Marine Le Pen, franchement, qui était complètement à la ramasse sur ce débat. Non, voilà. Elle visait son cœur de cible et puis point barre. Mais ça marchait pas. Enfin, ça, je trouve que ça marchait déjà pas dans le premier débat parce que quand tu prenais la peine de réfléchir un petit peu, tu voyais qu'elle n'avait aucun argument. Non, c'est même pas ça. C'est sa stratégie mauvaise depuis le départ, quoi. Elle n'est pas partie sur le bon candidat pour le deuxième tour, mais maintenant, là où ça repose question, c'est qu'avec la remontée de Mélenchon pour le moment, c'est plus si garanti que ce soit elle qui finisse au deuxième tour aussi pour le moment. Voilà, donc c'est ça qui fait que c'est dans le bas. J'ai jamais vu un flou pareil pour une élection où que ce soit. J'ai jamais vu des élections présidentielles françaises qui ressemblaient autant à des élections présidentielles américaines. Oui, mais même à ce niveau-là, c'est aberrant de partout, quoi. Entre un PS qui est complètement explosé, les Républicains qui vont exploser à cause des affaires avec Fillon, Marine Le Pen, qui est Marine Le Pen, hein, voilà. Bon, et le phénomène Macron qui est fragile en plus. Il ressemble à rien, le phénomène Macron. Oui, mais bon, encore une fois, l'attitude d'être. Non, Francesco, il ne ressemble à rien, le phénomène. Enfin, on parle pas de politique, mais on est juste là pour casser les succès. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai que je trouve qu'il s'en sort assez bien pour ce qu'il représente finalement. Comment on peut avoir 25% d'attention de vote? Je sais, mais son électorat est très fragile. Ça, là, tous les politologues sont d'accord aussi avec pour le moment. Et franchement, la remontée de Mélenchon n'est pas étonnante aussi pour le moment. Non. Effectivement, c'est lui qui bénéficie de la meilleure dynamique et c'est ça qui compte dans les sondages. En fait, c'est d'observer les dynamiques, pas la vie au jour J. Voilà. Ce qui est un peu pénible dans cette histoire, c'est qu'il y a un tel flou que les gens ne savent pas pour qui voter. Il y a un taux d'absentéisme qui est grandissant toujours. Ouais. Et les gens qui auront voté, ce sont forcément les extrémistes qui sont sûrs de pour qui on n'a pas l'habitude de ça, nous, en Belgique, on est obligé de se lever le dimanche matin pour aller voter. Ouais, mais il y a une affaire. À ce niveau-là, je crois que le devoir de voter... C'est pas une si mauvaise chose, finalement. Non, moi, au contraire, je suis tout à fait partisan de ça. Je crois qu'il y a rien à faire si on veut responsabiliser les gens, les conscientiser un minimum à la politique. Je ne dis pas que ça doit occuper toute leur vie, mais voilà, le devoir de voter et le fait qu'il y a des amendes si tu n'y vas pas, ben voilà, au moins tu es obligé d'y aller un minimum. Oui. Après, bon, il y a la question toujours du vote blanc. Oui, ça, il faudrait aussi... Ça, c'est un autre gros problème. Il faudrait le changer un petit peu partout, mais enfin bon... Bah oui, mais à la limite, bon, je crois qu'entre le système belge et le système français, finalement, le système belge est moins pire que le système français. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Très bon choix de mots. Ouais. Voilà, bon, voilà. Mais sinon, bon, pour un top. Bon, j'ai pas encore été le voir, mais j'ai quand même envie d'aller le voir. Bon, Ghost in the Shell au cinéma. Ouais, voilà, je sais qu'il y a des critiques qui vont dans tous les sens. Ça a l'air. Mais voilà, je veux lui faire confiance à ce film, donc je veux aller le voir. Bah écoute, si tu me payes la place, je viens avec toi parce que... Oh punaise quand même, attends. Non, ça avait pas assez... Il est gonflé quand même. Mais ça avait pas l'air assez bon pour c'est la preuve que Max n'y croit pas. Bah, je me trouverai exactement, parce que je me trouverai d'autres copains. Bon, bah d'accord, c'est pas grave. Mais sinon, on va revenir à quelque chose de plus... Je vais rester dans la même lignée que toi, au fait, même si on avait dit pas de politique, pas de religion et pas les mamans. On parle plus de rien, alors. Oui, on parle plus de rien. Mais moi, je voulais dire un petit top pour le jeune homme qui a enfariné François Fillon. C'était très marrant. Et puis, tous les détournements qui ont été faits sur Internet après, ça valait la peine d'être vu. Attends, donc, et pour revenir là-dessus, apparemment, à chaque élection,
le candidat qui va à Strasbourg à ce moment-là se fait enfariner. Donc il faut être complètement con pour aller à Strasbourg. Pour aller à Strasbourg à ce moment. Oui, non. Choisissez un autre moment, s'il vous plaît, pour aller manger votre choucroute garnie. Enfin bon, tous les clichés ont la vie dure. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors on va passer maintenant à la rubrique de Blondin. Voilà, après le générique. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et donc, Blondin, comme c'est la première émission, on sait pas trop ce qu'on fait, on teste des trucs. Comment va s'appeler ton... Disons que... attendez, parce que... Sors ses notes. Voilà. Ah oui, mais le copion est très très important. Que serait l'animateur radio sans ses notes? J'avais les miennes. J'avais prévu d'autres notes, mais... T'as oublié de les imprimer. Voilà. Disons-le clairement. Voilà. On est franc ici. Ah voilà. Heureusement, je sais quand même de quoi je vais parler. C'est déjà un bon début. Voilà. Donc, en fait, je voulais vous parler quand même de quelque chose que moi, j'utilise quasiment tous les jours. Ce qui va paraître très bizarre quand je vais vous dire ce que c'est. Non mais t'as du temps à perdre, faut le dire aussi. Voilà, donc en fait c'est un site internet, voilà. Bon ça c'est pas encore bizarre Abaddon, donc voilà. Mais ce site ça s'appelle TVTrop en fait. Donc www.tvtrop.org. Trop, voilà, la française, une fois, avec un petit accent bruxellaire. Voilà. Donc, c'est un site internet qui, comme son nom l'indique, s'occupe de tropes. Mais qu'est-ce qu'un trope, Blondin? Voilà, tout le monde voit ce qu'est un cliché. Oui, aussi, voilà. Enfin, je pense que... Et les clichés, quand il y en a trop, c'est trop. Ouais. Exactement. Quel bon mot. Voilà, le trope, c'est ça qui le différencie du cliché. Le cliché, il y a un côté négatif dans le mot même. Le trope, c'est un élément narratif qui constitue l'histoire lui-même. Une histoire, finalement, c'est un enchaînement plus ou moins bien agencé de tropes. Voilà. Voilà. Le cliché, par exemple, ce serait... au départ, je voulais parler de ça, mais... Finalement, il ne m'intéressait plus. Là, le coup de la demoiselle en détresse qu'on a retrouvé dans tous les films, toutes les bandes dessinées. Tous les Disney. Tous les Disney à peu près, voilà, à un moment ou l'autre. Vous n'avez pas vu La Reine des Neiges? Sauf dans La Reine des Neiges. Je pense qu'ils ont fait des progrès depuis. Ou Rebelle. Heureusement, il y a enfin 2 nanas qui font quelque chose dans un film. C'est quand même, il leur a fallu longtemps. Voilà. Mais au moins, elles font quelque chose. Oui, mais bon, voilà, c'est à Disney que je reproche d'avoir eu 70 ans de retard. Mais donc, on voit apparaître les anti-tropes là pour le moment. Ils sont non, c'est plutôt des nouveaux tropes que des anti-tropes. Voilà. Mais voilà, le trope, c'est un élément narratif, tout simplement. Donc il n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement, il est utilisé adroitement ou pas. Voilà. Et donc au fait, le site TVTrop recense tous les éléments narratifs qu'il peut exister dans toutes les œuvres de fiction ou même dans la réalité. Oui, voilà. Parfois, il prend aussi des cas real life, comme il le note sur le site. Parce que le site est en anglais. Voilà. Il existe aussi quelques pages en français, mais bon, elles sont bien foutues. Mais il n'y en a pas beaucoup par rapport au reste, donc je vous conseille quand même de passer par l'anglais. Et donc, aujourd'hui, je voulais faire un top 10 sur un trope un peu particulier. Voilà. Donc, le trope en question, c'est de Fair Folk. De Fair Folk. Voilà. Et tu traduis ça comment? Dur à traduire, parce que voilà, le Fair Folk, ça renvoie finalement à un élément folklorique, justement. D'accord. De l'Angleterre et de la Grande-Bretagne en général. Voilà. Des elfes, des feux follets. Voilà, c'est parler des fées, des elfes, comme tu le dis. Voilà, sauf que, voilà, comme le précise le début du trope, nous, l'image qu'on a des fées et des elfes, en général, c'est quoi? Allez, je sais pas, dites-moi la première chose auquel vous pensez. Elfe, Seigneur des Anneaux. Voilà. Ou elfe Sylvain. Les oreilles pointues. Dans les pointues. Voilà, mage, épée courbe. On va peut-être parler plutôt en termes, peut-être de moralité ou ce genre de choses. Ambigu. Pour les elfes, oui, ça j'avais. Oh, plutôt gentil. Tu les vois plutôt gentils. Abaddon.
C'est aussi le peuple de la forêt, enfin, ce genre de choses. Voilà. Et je crois que toi, tu viens directement plutôt sur la valeur du trope même, sur lequel je vais discuter. Voilà. Mais voilà, si on se base un petit peu sur la représentation qu'on a plutôt des elfes et des fées, et c'est vrai que chez Tolkien, là, c'est encore finalement particulier, parce que c'est lui qui est le premier à l'utiliser, mais lui, il le construit d'une manière intelligente, là où après, on est allé plutôt vers une désignification encore du concept. Bah voilà, quand on regarde un petit peu, on a plutôt l'image de la bonne fée, encore une fois, ou à la limite du petit gentil lutin. Bon, les elfes, dans la littérature fantasy, sont quand même plutôt représentés de manière positive, hein, après Tolkien, hein, de manière générale. Voilà. Mais là ou bien positive ou bien très, très bête. Ils peuvent c'est plutôt les fées qui sont bêtes et les elfes qui sont porteurs d'un savoir. Je crois qu'ils pensent aux elfes du donjon de Nalbuck. Donc, oui, il y avait les elfes du jeu vidéo Overlord aussi, qui étaient très très... Scénario écrit par la fille de Terry Pratchett. Oui, voilà pourquoi aussi. Voilà, ça explique des choses. Mais voilà, donc je comptais faire un peu une espèce de petit top 10, finalement, de là où le trope est bien utilisé. Parce qu'en fait, voilà, le trope du Fairfolk est justement de montrer que les elfes sont hyper ambigus et souvent plutôt représentés de manière vraiment négative. C'est un concept qui fait peur au niveau créature mythologique finalement. C'est ce qui vit dans la forêt, comme tu disais, Abaddon. Voilà, c'est ce qui est étranger. Et il y a toujours cette histoire de changelin aussi, hein. Donc ces enfants qu'on enlevait, qu'on remplaçait par une autre créature. Donc voilà, ces histoires de kidnapping. D'ailleurs, le site le reprend de manière assez marrante, mais c'est vrai que c'est comparable. Aujourd'hui, l'histoire du changelin, ça serait remplacé par les enlèvements par les soucoupes volantes. Ah d'accord, l'abduction. Voilà. Ça sera l'abduction. Voilà, ce serait tout à fait ça. Voilà. Donc, au niveau de ce que j'ai regardé un petit peu dans les numéro 10. Voilà. Donc, on commence avec 2 mangas. Donc, le premier, c'est la race des Diclonii dans Elfenlied. Donc, Elfenlied, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent. Bon, c'est un manga très particulier. Hein. Faut pas être déprimé quand on le lit, encore une fois, hein, parce que... Comme beaucoup d'autres œuvres. Oui, mais celui-là, quand même, franchement, le mood whiplash va très vite. D'accord. Voilà. Donc les Diclonies, c'est grosso modo une espèce de race. Bon, là on peut utiliser le mot race parce que c'est vraiment une espèce très différente de l'humanité quand même. Mais grosso modo, ils fonctionnent plus ou moins comme des entités plus ou moins parasites. C'est-à-dire que simplement en touchant un autre être humain, ils vont le contaminer, ce qui fait qu'il ne pourra reproduire que d'autres Diclonies. Ah ouais. Voilà. Donc, à proprement parler, c'est pas des gars trop méchants, mais finalement... Non, mais c'est des saloperies. C'est surtout qu'au niveau du comportement, quand tu les énerves pas, ça va. Mais potentiellement, ils sont du niveau Hannibal Lecter, quoi, voilà. Hein, quand ils sont pas contents. Ok. Voilà. Enfin... Plutôt Jason Voorhees, hein, au niveau de la quantité de sang qui peuvent être versés. Surtout qu'on est dans un manga, alors vous pensez, hein, un corps humain, ça contient 100 litres à peu près dans chaque veine. Voilà. Donc voilà. Mais donc voilà, donc c'est un manga dont il est très difficile de parler sans... Il existe un animé. Donc regardez peut-être le premier Elfenlied, c'est ça? Elfenlied, voilà. Hein, le chant des elfes, justement. Le chant des elfes. Voilà. Voilà, c'est vraiment très particulier. Je suis sûr qu'il ne plairait pas à tout le monde. Moi-même, après l'avoir lu en entier, je ne sais pas tout à fait quoi en penser encore. Parce que voilà, il y a vraiment un mood whiplash qui va dans tous les sens. En tout cas, au niveau émotionnel, ça ne peut pas laisser indifférent, je pense. Voilà. Et le deuxième manga, alors tu le connais très bien. Pardon. Voilà. Berserk. Ah, mais ça va encore, les elfes dans Berserk. Oui. Et si je te parle de Rosine? Oh là là, ça fait longtemps que j'ai plus... C'est laquelle, Rosine. celle-là? Donc, Rosine, c'est un personnage qui apparaît dans un arc juste après l'éclipse. Ouais. Voilà. Ah oui, si, je vois très bien. Les enfants perdus. Oui, des enfants le pays perdus. imaginaire. Voilà, tout ça. C'est plus ou moins un filler, hein, dans ce manga-là. Donc, un passage de transition.
Donc il faut imaginer Berserk, Moyen-Âge dystopique, un petit peu. Franchement, Voilà. tu dis fin du monde dans un médiéval fantastique, avec des démons et beaucoup de sang, encore une fois. Voilà, et un perso qui pète la classe avec une grosse Et épée un dans le dos. anti-héros type années 90. Voilà. Voilà. Et Finalement, on va peut-être pas faire un top 10. Non, on va peut-être- non, enfin, tout ça pour dire que Berserk, pour situer un petit peu, là c'est après la transformation du héros au personnage En vrai qu'on anti-héros. connaît, en vrai anti-héros au fait, et donc il rencontre des elfes qui ont une particularité, alors si je me souviens bien. Donc les elfes, ça existe. En soi, c'est pas encore vu trop négativement. C'est des créatures magiques. Et la magie, c'est pas cool. C'est pas cool dans ce monde-là. Mais vraiment pas cool. Voilà, donc on n'aime pas trop, mais les elfes, ça passe. Sauf que là, le personnage de Rosine, elle... C'est une humaine au départ qui se transforme plus ou moins en elfe, mais qui surtout enlève d'autres enfants et les transforme en elfes qui ont des comportements un peu bizarres. C'est-à-dire que si vous avez déjà vu des enfants jouer un peu violemment, bon là c'est mignon, ils apprennent la vie quoi. C'est une drôle de manière d'apprendre la vie dans la mesure où c'est grosso modo, voilà. On se transforme en guêpe, si je me souviens. Il se transforme plus ou moins en guêpe, puis il y a, grosso modo, le Kama Sutra du sadomasochisme avec de la nécrophilie en même temps. Voilà. Ça donne envie Voilà, tout de suite. donc... Oui, c'est très sympa. Dites à vos enfants de lire. Non, c'est réservé à un public très averti. Oui, là, Madame. Kentaro Miura... Ouais, ça me perturbe un peu cette histoire. Ces mangas, c'est écrit par des japonais ou c'est des mangas qui sont faits par des occidentaux à la façon asiatique? Non, c'est des japonais. Kentaro Voilà, Miura parce que, est vraiment un des grands j'ai mangaka. l'impression qu'ils ont fait un mix entre un mythe vampirique et quelque chose d'elfique, parce que comme tu en parles, c'est plus sur juste des vampires, tu vois, cette histoire d'enfants, j'ai déjà lu, mais sur des vampires. Ouais. Les influences de Miura sont vraiment très diverses. Hein. Variées. Oui, au niveau graphique, c'est quelqu'un qui est très inspiré par l'Occident. Ok. Par la peinture renaissante notamment. Ça se voit vraiment, il y a du Bosch, il y a du Bruegel dans ses dessins. Ok, ouais. Tu peux vraiment prendre une planche du manga et prendre un Bruegel en face et les comparer à certains moments. Et la précision est vraiment là. Ouais. Voilà. Et donc au niveau aussi des concepts et ce genre de choses qui va reprendre, voilà, maintenant la religion locale dans ce monde-là, c'est le catholicisme. Ah oui, mais souvent. Ouais, Mais ouais. voilà, mais il l'a plus ou moins transformé quand même. Hein. D'ailleurs, ça va être un point clé des prochains chapitres qui vont apparaître. je pense. Chez eux, c'est un catholicisme très mystique. Oula, je m'entends maintenant. Ouais. Voilà. Et voilà, là, c'est même pas la question. La religion est abordée, mais Pas ça l'important. c'est pas vraiment ça l'important. C'est un manga qui repose vraiment sur les relations entre trois personnages. Voilà. Le héros, son némésis Son Némésis, ouais. et la nana au milieu. On va dire ça comme ça. Mais c'est très bien et on encourage à le lire. Oui, franchement, je pense que c'est un des meilleurs mangas Ouais, que qu'on j'ai ait lu lu. ces dernières années. Voilà, avec Junji Ito. Franchement, c'est les deux que je conseille. Et donc les elfes là-dedans, c'est juste pour l'arc post-éclipse, comme on pourrait le dire, mais assez intéressant. Assez marquant aussi. Sinon, allez, mon top 10 se transforme en top 3. Et je vais terminer très rapidement avec Hellboy. Ah, Hellboy, voilà. Hellboy. est-ce que vous avez vu tous autour de la table au moins les films? Oui. Oui. Et alors, vous avez aimé tous les films? Les deux films? Moi particulièrement les Légions d'Or, enfin c'est le 2 Ah, je crois. ouais, Celui-là. c'est le 2. Moi j'ai trouvé celui-là vraiment terrible, notamment au niveau des images, je trouvais qu'ils allaient loin, c'était vraiment chouette, au niveau visuel c'était super intéressant. Del Toro derrière la caméra, donc Et avec Abaddon, Mignola de- derrière. Ah, alors, ne me lapidez pas, mais j'en ai gardé un souvenir très vague. Voire D'accord, c'est pas. Non, on ne te l'a Je préfère que tu me dises ça plutôt que tu le détestes. Vu que je m'en souviens pas, à mon avis, j'ai pas dû beaucoup l'aimer. Mais... Ouais, c'est pas grave. Voilà, Hellboy, c'est un univers très bizarre, hein, encore une fois. C'est pulp, c'est horrifique. Et Ça part un peu dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais ça le fait avec du brio.
Hein, y a rien à faire. Si moi je te prends un Globi-Boulga déjà indigeste à la base et que je te remets encore avec un autre Globi-Boulga, ça marchera pas. Mignola le fait, ça marche. Hein, quand tu vois des zombies nazis dans Hellboy, Ça là fonctionne. tu les trouves crédibles. Voilà. Surtout dans le premier. Voilà. Et donc oui, les elfes, on est là pour parler des elfes, les elfes voilà. dans le 2. Ils apparaissent avec de plus en plus d'importance dans la série principale Hellboy. Ah oui, dans la BD, ouais. dans le comics. Oui, dans le comics. Dans le deuxième film, finalement, parle aussi beaucoup d'eux. Oui. Mais dans le comics, ils apparaissent vraiment petit à petit. Et au final, on se rend compte qu'ils sont très importants dans le background, quand même, plus ou moins, de Hellboy. Mais là, si je veux pas spoiler le comics en général, je vais pas trop parler. Mais voilà, encore une fois, là, on est vraiment dans un rôle très ambivalent. Hein. D'accord, ils sont pas là pour faire le bien, ils sont pas là pour faire le mal, ils sont là pour leur pomme. Non, même pas. pas. Ça dépend un peu des personnalités. Si on prend, bon, là, je vais étendre le Fairfolk au Tuatha Dé Danann. Alors à ce moment-là, donc les divinités irlandaises aussi. Ouais. Voilà, parce que par exemple, le Dagda fait partie du Fairfolk dans Hellboy. Et là, on est vraiment dans une personnalité positive, clairement. Hein, c'est un garant d'une certaine forme d'ordre, hein, même s'il se rend compte que son peuple disparaît. Par contre, au niveau des individualités, là, ça peut partir dans tous les sens. Si on prend par exemple Graham Crash, voilà, lui, c'est un personnage qui n'est pas particulièrement mauvais, mais voilà, c'est un personnage qui a pris Hellboy en grippe parce qu'à un moment de sa vie, il est arrivé à quelque chose et qui va, par ses choix successifs pour mettre à mal Hellboy, provoquer des événements catastrophiques. Voilà. Donc, on est vraiment dans de l'ambivalence sur certaines individualités précises. Et puis après, là, il y a une histoire qui reprend vraiment le changelin, vraiment, dont on parlait tout tantôt. C'est le cadavre. Voilà. Donc, très courte, très sympa à lire, et qui a introduit en fait un personnage très important, mais qu'on ne verra que 15 ans plus tard. Youpi. Eh bien, voilà, c'est tout pour ton top 13 des... mon top 10, moins 7. 10 moins 7 des elfes dans la C'était fiction. C'était déjà long. Oh, mais c'était pas mal. Enfin, eh bien, on va ensuite passer à la rubrique de l'invité avec Abaddon et les histoires de thé. Bonsoir, y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais ici, gamin? J'ai vu de la lumière, alors je suis rentré. Mais dans ce cas-là, ça change tout. Prends une bière, installe-toi et surtout, fais comme chez toi. Tu es mon invité. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Après ce petit interlude qui nous a permis d'aller chercher des tasses et faire bouillir de l'eau, nous avons donc Abaddon, notre invité, en lice pour nous parler de thé. Alors, Abaddon, d'abord, j'aimerais bien un petit peu que tu te présentes. Qui, que, quoi, où, quand, comment. Alors, donc, qui es-tu et qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, tu es invité parce que tu tiens le blog t-experience.be qui nous parle justement de tes expériences autour du thé. Alors, c'est ça. d'abord, voilà, comment t'es venu... Thé la boisson et non thé la lettre, bien sûr. Bien sûr. Merci pour cette intervention totalement indispensable. Oh, c'est le futur Coluche, tu sais bien. Ouais, donc... Pourquoi, enfin non, avant le pourquoi, Le comment. Le comment le site, comment le thé, Abaddon. Le thé, c'est une passion de toujours. J'ai toujours aimé ça quand j'étais tout petit. Je me souviens, j'étais un peu malade, j'avais une grosse toux, pas d'école. Et mon père a eu une super bonne idée de me faire une tasse de thé avec du citron et du miel. Le thé était sans doute beaucoup trop infusé, beaucoup trop chaud, mais à l'époque, je m'en foutais. J'aimais juste le goût. Et depuis, j'ai prolongé, donc j'en ai toujours bu. Ça a toujours fait partie de ma vie d'une façon un peu omniprésente.
je voulais pas spécialement me prédestiner à ça. J'ai fait des études qui ont... Oui, qui ne mènent à rien, comme nous tous rien. ici autour de la table. Et voilà, comme ils ne m'ont mené à rien, un jour, je vais dans le magasin où je me procurais mes thés à l'époque. Je vois une annonce, recherche conseiller en vente, 19 heures semaine. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas, ça fait 1 an que je cherche, que je trouve rien. Donc, je pose la question de savoir si on me prendrait. Et on me dit, ah bah oui, pourquoi pas déposer votre CV. Je passe les entretiens sans trop y croire. Et puis, une chose après l'autre, je suis engagé. Alors voilà, c'est arrivé un petit peu par Comme un cheveu sur la accident. soupe, faut-il le dire. Voilà, c'est ça. Et c'est devenu une vraie passion. Donc... voilà, une vraie passion. Maintenant, j'ai envie de consacrer ma vie qu'à ça. C'est plus un boulot que je faisais en attendant que. Et Parce qu'il y a un vrai métier finalement autour du thé. il y a un vrai métier, c'est pas juste de la vente. Il y a vraiment un gros travail, pas qu'avec les clients, il y a un gros travail sur soi, c'est un travail de bouche. Nous, on aime bien rapprocher ça à l'œnologie. Et puis alors, le blog, c'est un peu pour expliquer tout ça, faire découvrir aux gens qu'il n'y a pas que les thés parfumés, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus complexe derrière ça. Il faut vraiment voir ça comme le vin. Donc, il y a chez nous, en tout cas... Ça devrait plaire à Blondin, Ouais. alors si c'est comme le vin. Voilà, les thés parfumés, il faut se dire que c'est le rosé pamplemousse et que les thés nature, les thés d'origine, c'est les Bordeaux. Donc ça fonctionne vraiment de la même façon. Et le blog, c'est venu pour vraiment expliquer comment ça fonctionne chez nous. Enfin voilà, ce genre de... D'accord, donc là on a le comment, on a le quoi qui est le blog, on a le qui, on a ton histoire, et le pourquoi. Bah, cette fameuse On va question. faire tout catilien là. Oui, le pourquoi, le fameux pourquoi. Pourquoi le blog? Pourquoi le blog? Vraiment parce que... Pourquoi le blog plus qu'un livre par exemple? Allô? Moi non plus. Si, on t'entend, faut juste parler près du micro. Ok, pourquoi le blog? Parce que un livre... Déjà, il faut se faire éditer, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, et puis il faut qu'on l'achète, c'est encore plus dur. Tandis que la plateforme internet, c'est gratuit, tout le monde y a accès, il y a les réseaux sociaux qui donnent une visibilité, qui sont une vraie fenêtre vers ça, c'est très facile d'accès, donc c'est vraiment pour toucher un maximum de personnes. Bah, très bien, mais très bon blog d'ailleurs. Enfin, évidemment, on est dans l'émission du copinage, donc tout le monde fait un peu sa pub. Les partenariats, les sponsors. Bientôt, ce sera un sponsor t-experience.be. Mais non, très bon blog avec du contenu régulier. Et puis voilà. Ah mais oui, alors donc, vraiment, sur le blog, j'essaye d'alterner le plus possible. Il y a des articles de dégustation, pas que les thés du magasin où je travaille, surtout pas. Je fais tous les magasins que je trouve en Belgique. Ça. Il y a aussi des petites rubriques expédition où justement tu t'en vas un peu à droite à gauche, voilà. En Wallonie et ailleurs. Donc pour je fais chercher vraiment du thé. des critiques positives et négatives. Ah oui, j'ai vu passer une critique négative il y a pas longtemps. Oui, voilà. C'était un peu Généralement, salé. je suis positif, mais quand c'est négatif, Quand ça coûte j'y trop vais jusqu'au cher bout. et que c'est pas bon. Oui, franchement, on peut pas citer une marque, mais Oui. voilà. Mais c'est sur le blog de toute C'est façon. sur le blog, allez lire. C'est la seule négative pour le moment. Oui. Voilà. Pour le moment. Pour le moment. Mais comme le blog tend à se développer, bah Il y en aura d'autres. il y en aura d'autres. Exactement. Indubitablement. Il y aura Et des donc, bonnes. il y aura plein de bonnes. Parce que Abaddon est quelqu'un de très positif. Et donc, tu nous as préparé, au fait, une petite dégustation. Voilà, alors, justement... Très vous radiophonique, expliquer- on entendra les... Et c'est important, les schlurps. Oui. Il faut vraiment avoir ce réflexe rétronasal de schlurper pour faire monter tous les arômes vers le bulbe olfactif et vraiment tout goûter. Pour la dégustation, d'abord, on va faire un petit blind test. Donc, je vous explique, il y avait plusieurs familles de thé. Donc, je vais faire passer des boîtes. D'accord. Et j'aimerais bien que Francesco, Blondin et toi, Max, vous me disiez si vous pensez que c'est un thé vert, un thé noir, voire autre chose. D'accord. Vas-y. Nous ne sommes pas experts. hein. Oui, Voilà, on y mais connaît rien du justement, tout. c'est pour que nos auditeurs puissent comprendre à quel point ça peut être complexe quand on s'y met. C'est vraiment à l'aveugle dans tous les sens du terme. Oui. là. Alors, le premier... redis-le, on n'a pas bien... Je dirais thé vert. Voilà. Noir. Ah, je dirais noir aussi. C'est ça, c'est un thé noir. Donc, c'était facile, la réponse était juste en dessous. Bon, ça va, c'est bon. Oui, mais non, on ne triche pas pendant les blind tests Voilà. comme ça. Donc, c'est un thé noir, c'est un Kimenaoya, ça vient de Chine, de la province de la nuit. C'est un thé qui... La province de la nuit. À nuit,
Ah, d'accord. A-N-H-U-I. Merci. Oui, oui. Non, mais ça m'est encore arrivé hier avec un client. Donc, c'est un thé qui pose sur une montagne, sur les monts jaunes en Chine. C'est un thé nature, j'ai amené que des comme ça, donc il n'y aura rien qui sera parfumé pêche, fraise, tout ça. D'accord. Autant oublier. Celui-ci. Alors les feuilles sont déjà très très différentes. Deuxième senteur par Francesco et par Blondin. Moi, je dirais blanc. Allez, on va dire blanc. Ouais, franchement, moi je dirais blanc comme ça au pif. Je le ressens. Non, c'est un thé vert. Ça a vraiment une C'est odeur vert, ça. Oui, c'est du thé vert, c'est du jade d'Himalaya. C'est un thé qui pousse sur les conforts de l'Himalaya au Népal, vraiment en face du mont Makalu. D'accord. Donc c'est un thé vert. On le reconnaît parce qu'il a vraiment une odeur assez caractéristique, un peu légume. Voilà. D'accord. C'est facile quand on le fait tous les jours. Oui. C'est vrai qu'au niveau de l'odeur, c'est beaucoup moins prononcé que le thé noir. C'est beaucoup plus, Oui, c'est plus léger. Ouais. Ouais, bon, Voilà. moi, je vois pas le blanc, tu vois, c'est pour ça. Après, J'ai essayé, je me suis planté sur le premier, donc. Voilà. Oui, mais non, mais finalement, thé noir, il Si était jamais il est plus blanc, corsé. je pourrais C'est comparer ça le- Oui, voilà, ça c'est la caractéristique principale. Un thé noir, c'est corsé, c'est boisé, c'est plus proche d'un café par exemple. D'accord. Tandis qu'un thé vert. Ah, donc là, ça parle à Blondin. Je crois que je ne bois que du noir. Il moi. va passer il va passer au thé noir après le café à 3 litres par jour. 3 litres, c'est les jours où je suis fatigué. C'est vrai. Alors, Bon, ça, donc je suis. le troisième Je thé. ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bah moi je dirais thé vert aussi. Bah, moi, je dis vert aussi. Oui, ça m'a fait un peu penser à l'autre aussi, donc. Thé vert. L'odeur est très ressemblante, mais c'est un thé blanc. C'est Oh, on se fait avoir. Oh. Et pourtant ça avait cette saveur légume légère. Et oui, mais justement, tu t'es fait avoir. Ah. J'ai été traître. C'est du Balmudan. C'est du thé blanc qui est récolté dans le Fujian en Chine, période très précise. C'est récolté entre le 15 mars et le 10 avril. Pourquoi est-ce qu'il sent comme le thé vert? Parce qu'il n'y a pas que les premières feuilles du thé, il y a les 4 et 5e feuilles qui sont un peu plus maturées et qui vont avoir ce côté très végétal. Ah oui, mais explique-nous un petit peu puisque t'es là, comment est-ce qu'on récolte le thé? À la main. À la main? Sauf quand on est japonais. D'accord. Parce que les Japonais sont plus malins. Le Japon, c'est simplement une question de main-d'œuvre. Ça coûte très très cher chez eux. D'accord. Puis ils ont eu Comme cette tout. chance de pas Comme avoir tout, été. Et pourtant les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon. Oui, En tout cas, mais les trains, oui. ils ont eu la chance d'avoir une révolution industrielle un peu plus poussée que la Chine vers le 20e. Ça a beaucoup aidé. D'accord. Et donc on récolte le thé comme on pourrait récolter autre chose, mais dans différentes parties, à Alors- différentes altitudes, comme tu l'expliques sur ton Voilà, blog. bon, d'abord, je vais reprendre la base. Ouais. Le thé. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le Le thé? thé, c'est un gutifère de la D'accord. famille des théacées. C'est une feuille. Voilà, genre camélia. C'est une herbe. Ouais, Qu'on ne fume pas. Le koala, Ne vous il trouve trompez pas pas. du thé, hein. Oui, il y a une soixantaine de camélias, choisissez le bon, le sinensis D'accord. ou la samica. Le thé, c'est une feuille et c'est toujours la même. Donc, ne vous prenez pas pour Robert Fortume quand il est parti au 19e siècle à la recherche du thé en Chine. Ne cherchez pas deux plants différents. Le thé noir, le thé vert, le thé blanc, le oolong, le pu'er, c'est toujours la même feuille. Ce qui change, c'est la façon dont il est traité. Donc, un thé blanc, c'est un thé qui est récolté, qui est séché. Un thé vert, c'est un thé qui est récolté, qui va être étuvé pour rester vert. On va stopper l'oxydation. Un thé noir, c'est un thé qui est complètement oxydé à 100%. Les oolongs, donc les thés bleu-vert, ce sont des demi-oxydations. Et là, ce qui est super cool, c'est qu'on va jouer sur le degré d'oxydation. Donc on peut aller de 10% à 70%. Forcément, 10% sera plus proche d'un thé vert, Ouais. 70% D'un d'un thé thé noir. noir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les thés fermentés, ça ce sont pas vraiment des thés noirs, ce sont des thés qui ont été compressés à la vapeur et qu'on a mis vieillir en cave pour qu'ils maturent, qu'ils développent des levures et des champignons qui vont faire évoluer le goût. Et c'est marrant comme tu en parles parce que, encore une fois, on dirait un peu comme le vin. Hein, dans les deux Exactement. cas, on part Ah oui, du raisin d'ailleurs, et après, Abaddon c'est le avait, traitement. Abaddon avait une question pour toi, Blondin. Est-ce que il y a des cépages? Enfin, tu parlais Voilà, de cépages en fait, tout à l'heure. le hors thé antenne. ça fonctionne comme le vin. Vous dites, enfin vous, Vous, les gens qui buvez du vin, alcoolos. les alcoolos, ceux qui prennent l'apéro. Les œnologues vont parler de cépages, nous on va parler de cultivars. Ça fonctionne de la même façon.
Sur le thé, on peut avoir des thés sauvages, donc des cultivars qui sont originels, qui fonctionnent comme ça. Puis après, on a beaucoup de modifications des boutures. Et je me demandais s'il y avait des cépages de vin sauvage. Attends, maintenant, de ce que je sais, bon, j'y connais, moi je le bois, hein, surtout. C'est ça le Et plus voilà, intéressant. De hein. ce que je sais, des cépages vraiment sauvages dans le vin, ça n'existe plus vraiment. Voilà. Parce que, bêtement, il y a eu des problèmes de vignes. Hein, on est historien, je crois qu'on Il y a- en a déjà entendu parler. Il y a le mildiou Voilà. Le mildiou, nom de Dieu À un moment, on a été chercher des plants en Grèce, si je me souviens bien, pour pouvoir refaire des Réimplanter, cépages ouais. corrects ici en Europe. Mhm. Et puis bon, maintenant que les Argentins, les Australiens, les Sud-Africains, les Californiens... Ils commencent tous à... Les joies s'y mettent maintenant. Oui, c'est vrai. Oui, mais faut pas oublier qu'il y a eu du Liège, il y a du vin à Liège. Hein, Oui, oui, du oui, vin à oui. Liège, très longtemps. Hein, voilà. Ouais, tout le Jusque- Moyen-Âge, ils faisaient pousser Voilà. leurs vignes sur les coteaux de la Faci- citadelle, c'est ça? Facilement jusqu'au 19e, quasiment le début du 19e siècle, il y a eu du vin sur les coteaux de la citadelle. Hein, voilà. Exactement. Donc voilà, et alors on continue avec le thé, on repart avec le thé Alors plutôt. oui, tu me posais la question sur les altitudes et autres, Oui. ça joue vraiment beaucoup. Donc un thé qui va pousser en haute altitude sera plus stressé en fait. Donc la Stressé. brume, stressé, on va stresser le théier pour Oh, qu'il sorte pas quelque gentil. chose de bon. Le donc- stress, ça tue. Hein. Le stress, ça tue, mais pas le théier. Ah. Donc quand il pousse en haute altitude, on va penser à l'Himalaya par exemple, il y a beaucoup de brume. Qui va forcer le thé à aller chercher énormément d'oligo-éléments dans le sol et qui va booster le goût des acides aminés dans la feuille. Donc c'est pour ça qu'un thé de haute altitude sera toujours meilleur qu'un thé qui pousse en faible altitude. En Inde, on a vraiment le contraste. On a les Darjeeling dans le massif de l'Himalaya qui sont très très bons, c'est le champagne du vin. Et puis après, on a les Assam dans le Sérail qui sont bons mais moins bons. Voilà. D'accord. Il y a une différence de prix alors, j'imagine. Ça dépend. On peut avoir des Darjeeling de très basse qualité qui ne sont pas très chers, comme on peut avoir des Assam qui sont très très chers. Ça dépend la partie qu'on va récolter. Donc si on a juste les bourgeons, forcément c'est toujours plus cher. D'accord. Les bourgeons donnent vraiment un goût. Clairement. D'accord. Mais quand tu dis très très cher, un thé peut aller jusque combien? Alors, j'adore cet Attention. exemple. Il se trouve qu'il y a 3 ans, à Taïwan, on a vendu des galettes de pu'er. Le pu'er, c'est du thé vieilli. Donc, généralement, on fait des piles de 7 galettes. Là, ils ont choisi d'en vendre qu'une seule. Cette galette a été créée dans les années 20. Elle a été mise aux enchères et elle a été arrêtée à 182 000 €. Pour une galette? Pour une galette. Et cette galette permet de faire combien de thé? Alors, la galette traditionnelle fait 357 grammes. Donc, on va pouvoir faire entre 150 et 160 tasses. Ah oui, quand même. Oui, ça fait cher ça la fait tasse. cher quand même. Hein. Bah oui. Oui, vraiment. Ouais. Après, sur une récolte de printemps, j'ai vu des Darjeeling de printemps se vendre à 200 € les 100 grammes. Pas mal. Pas mal. Oui. Ouais. Pas mal, ouais. Le thé, c'est vraiment la boisson la plus chère du monde, plus que le vin, plus que le champagne. Plus que le café. Le café, sauf le café de civette. Comme quoi, Est-ce- passer dans l'intestin d'une fouine, ça embellit. Enfin, il y a des cafés qu'on n'aimerait pas trop reboire. La non cuisine plus. biologique, hein, j'ai envie Oui. de vous Oui. dire. J'ai une bête question comme ça. Est-ce qu'il y a un espèce de commerce équitable pour le thé comme il y en a pour le café aujourd'hui? Alors, c'est un peu compliqué parce que tout ce qui est label, c'est des choses qui sont très occidentales. Parler bio avec des cultivars chinois ou japonais, c'est leur parler, pas chinois justement, mais c'est quelque chose qui leur évoque rien. Premièrement parce que j'ai d'abord parlé du bio, puis pour l'équitable, on peut revenir dessus. Pour le bio, quand on cultive à 2000 mètres d'altitude, ça devient compliqué d'amener des machines et d'amener des produits chimiques. On est obligé de le faire à la main. C'est pas une question de choix, c'est une question de nécessité. Donc, aller emmerder un cultivateur de Darjeeling pour lui dire attention, on veut du label, il va vous dire mais non, si vous me le jetez pas, moi je le vendrai autre part en Asie, c'est pas un souci. Donc, pour le bio, ça existe. Il faut juste se dire qu'on va payer plus cher quelque chose qui existe déjà et qui n'est pas forcément qualitatif. Pour l'équitable, oui, là vraiment, il y a des cultivateurs qui font attention et qui mettent ça en avant.
Et puis alors, il y a des gens qui font pas du tout attention. Par exemple, on peut citer Lipton. Eux, c'est du la commerce de fameuse gros. marque que tout le monde a bu au moins une fois. Voilà. Ouais, mais eux, ils coûtent pas cher. Oui, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous? Peut-être pas. Je bois du café. Mais il y a des labels pour ça. Donc si c'est un label équitable, on peut se poser la question. Si c'est un label bio, franchement, laissez tomber. D'accord. Ah bah, très bonne mise en garde. Merci beaucoup. Il y a un 4e thé qui doit Il y a un tourner 4e thé. pour la Personnellement, c'est celui que je senteur. préfère. D'accord. Qu'est-ce qui reste comme couleur? Parce que bon, donc on a vu le noir, on a vu le blanc, on a vu le vert. Il y a du rose. Vous rigolez, mais j'ai vu passer un thé pourpre cette semaine-ci. Ouh, rare ça. Pour les empereurs romains, ça. En fait, non, c'est Byzantin. un thé vert. Il est vraiment produit façon thé vert. Il a la particularité d'être un cépage spécial. C'est du TRFK 306/1. On reconnaît la notation du code barre que tu as dû encoder un petit peu, non? Non, c'est vraiment Même le pas. cultivar. Ah, Le d'accord. code est différent. Le code, On dirait une commande Windows, là, Ouais. je veux rien dire. Non, c'est Même vraiment une Linux. expérimentation en fait. C'est des Kenyans qui ont mis ça à jour. C'est un thé vert, mais qui est bourré d'anthocitane. L'anthocitane, c'est la molécule qu'il y a dans les myrtilles, les mûres, les aubergines. C'est une molécule naturelle, donc c'est pas ajouté, c'est pas de la chimie, c'est pas de la biochimie, c'est naturel, mais c'est plein d'antioxydants. Par contre, c'est super cher, mais niveau goût, c'est du thé vert, donc... D'accord. Oui, donc il y a mieux, mais c'est plus cher. Voilà. Mais moi, Non, j'aime il bien peut le avoir thé mieux vert. pour hein. moins cher, vraiment. J'aime bien le... Enfin, je t'ai toujours dit, le thé vert à la menthe, moi, c'est une des grandes expériences de ma vie. Bah, il sent très bon, hein, celui qui Oui. tourne en ce moment, il sent très 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 bon. Ah, mais je dirais sais pas thé ce que vert, c'est. justement. Un violet? Non, j'ai pas acheté le violet. Je dirais un thé Ils vert. sentent très bon, ils seront très fort la fleur. Alors, ceux qui sont caractérisés fleurs, c'est les oolongs, c'est les thés bleu-vert. Là, Ah. on est sur une faible oxydation. D'accord. Donc Voilà. c'est comme tu disais tout à l'heure, ça c'est un thé qui est entre le thé vert et le thé noir, et il est plus proche du thé vert. Voilà, alors, ici. exactement. Donc Ok. là, c'est un J'ai retenu Benshan, mon son. c'est un thé chinois. On est sur une oxydation de 30% à mon avis. Donc on va avoir quelque chose de très floral en tasse. D'accord. Et lequel est-ce qu'on goûte? Bah, vous décidez, vous avez préféré lequel jusqu'à présent? Le dernier, Ouais, évidemment. c'est vrai que le dernier... C'est vrai qu'il fait envie. Moi. Oui, il fait envie le dernier. Bon choix. Bon, il est entre le noir et le vert. Ouais, donc c'est on ça, doit être et puis content. voilà. On prend pas position comme ça. Non, non, Bah oui, Le oui, chemin de la exactement. neutralité. on est très bien à rester dans la neutralité la plus totale. Donc je vais juste vous expliquer très vite comment je vais faire. Oui, je t'en prie. L'eau, mais jamais à 70, à 100 degrés. Oui. Surtout jamais faire ça. Pourquoi? Parce que c'est l'oxygène qui porte le goût. Donc si vous faites bouillir l'eau, ben, plus d'oxygène, plus de goût. On est sur une feuille qui est délicate, donc allez pas l'agresser en la brûlant avec du thé qui est trop chaud. Dernière chose, ça c'est un oolong, ça infuse 6 minutes, pas plus, pas moins, 6 minutes pour avoir vraiment les bons goûts. Thé vert 2 à 3 minutes, thé noir 5 minutes, le thé vieilli 4 minutes, il y a des règles comme ça, c'est logique. Tous les gens qui se disent « moi j'aime pas le thé, ça n'a pas de goût », c'est que vous l'avez mal préparé. D'accord, donc on peut les envoyer se faire voir allègrement. Allègrement. Donc là je vais faire juste une petite pause. Oui, le temps de préparer le thé. je t'en prie. On va passer quelques instants à la rubrique de Francesco, et puis on reviendra pour la dégustation de thé. Libiamo negli lieti colici che la bellezza infiora. Tutto è follia nel mondo, ciò che non è piacer. Godiamo la danza e canti con la notte bella e risa. In questo paradiso ne scopro in amore. Alors, pendant que Abaddon continue de nous préparer son thé oolong, voilà. Benshan, c'est chinois pas allemand. Oui, parce que là, Bernstein. Voilà, écoute. Ça fait un peu tour ou taxis. Pour le prochain jeu de rôle qu'on a écrit, on mettra Bernstein quelque part. L'ancêtre de Donjons et Dragons s'appelait Bronstein. C'est pas loin, c'est un pas loin. wargame. Je disais, c'est comique qui parle de Bron qui veut dire source, parce qu'en chinois, Benshan, ça veut dire source de la montagne. Mais est-ce qu'il existe des thés allemands?
Il existe des Blaine allemands, donc les Allemands vont aller chercher du thé généralement à Ceylan ou en Inde. Ils vont les mélanger, faire chez eux leur petit mélange tranquille, et puis rajouter force de caramel, le cacao et ce genre de choses, tout ce que les Allemands aiment. C'est ça. Et puis la saucisse et la choucroute. C'est la version aigre-doux par les Allemands. Oui, d'accord. Et donc, en attendant, tu dois juste attendre que ça infuse. Oui, donc, tu peux t'asseoir et partager le micro de Blondin. Et donc, en attendant l'infusion du Benchan, nous avons la rubrique de Francesco qui est, comme c'est une nouvelle émission... Eh bien, cette chronique s'appelle « Toi aussi et pas tes amis ». Alors, donc en fait, le principe c'est que ici je suis allé un petit peu regarder sur internet, enfin un petit peu partout dans des livres sympas, et j'ai trouvé quelques anecdotes sympas, voilà, historiques ou non, mais en tout cas toujours épatantes. Et donc du coup je vais vous poser des questions, et donc on va voir s'il y a de la culture autour de cette... c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais enfin bon, on verra bien. Au moins la culture du thé. Oui, c'est au moins. Mais je n'ai rien sur le thé, malheureusement, donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc en fait, le principe sera que je vous pose la question, et à la limite, on peut faire un système de points. Celui qui a le plus de points gagne. Voilà, Bic pour noter les points. Absolument. Oh, absolument. Et donc du coup, toute cette chronique va vous servir à épater vos amis, votre famille, la tante Fanny, l'oncle Gérard, enfin bon bref, au prochain repas, que ce soit le soir. Et si on n'a pas de famille? Ah, alors les amis... Et si on n'a pas de... alors... Il n'y a plus qu'à écouter une émission comme celle-ci. Hein. Bon allez, la première question. À mon avis, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc en fait, il y a un livre de coloriage qui a été édité aux Pays-Bas, là maintenant, hein, donc c'est un livre pour enfants, et qui fait débat. Et c'est un livre qui fait débat, qui a même choqué énormément de personnes, au point d'être retiré de la vente. Pourquoi? De Mein Kampf. Il y avait des... On n'est pas loin. Ah, il y a un livre de coloriage de drapeaux nazis. Non, je pense colorier des officiers nazis. Presque. Il fallait... Les camps? Non. L'étoile? Non. Il fallait dessiner en noir la moustache d'Hitler? Pas que la moustache. Les cheveux? Pas que. La tête? La tête. Plus. L'uniforme, il fallait dessiner Hitler. Dessiner Hitler, je vous jure que c'est vrai. Donc, je vais vous faire passer l'image. Donc, en fait, aux Pays-Bas... donc, en fait, tu t'attribues le premier point Godwin de l'émission. Non, c'est pour toi le premier point. Hein. Ah oui. Donc Max, tu marques le point, c'est clair. Mais donc aux Pays-Bas... Ah oui, d'accord. Et donc il y a des petits numéros comme ça, enfin des petites lettres plutôt. Tout à fait. Comme pour les pour enfants. Et donc les enfants peuvent s'amuser à dessiner Hitler au même titre que Bécassine ou autre personnage. Je préfère Hitler à Bécassine, moi. Oui, évidemment. Oui, Hitler est quand même plus mesuré dans ses propos, mais... Ils sont en train de colorier un personnage haut en couleur. Ah oui, il y a beaucoup de bras et noirs très bien quand dit. même. Hein. Mais ouais, il a le bras levé, mais tout y est, c'est fabuleux. Et donc, en fait, ce genre de livre, vous auriez pu l'acheter notamment chez Action, enfin voilà. Et donc, il a été retiré de la vente tout de suite. Hein, donc, Ah oui, on se demande pourquoi. On se demande bien pourquoi. Il avait une pause un petit peu quand même significative. Son petit bras en l'air, bon, enfin, on le reconnaît bien. Oui, on le reconnaît bien. Et il avait tout à fait sa place dans un livre pour enfants, je trouve. Hein, enfin bon, voilà, malheureusement, on l'a retiré. C'est peut-être, tu vois, les nouveaux décrets pour l'enseignement de l'histoire. Mais voilà, oui. y arriver petit à petit, ces Absolument, sujets-là. absolument. Non, c'est triste de voir à quel point la banalisation, à quel point on en arrive, quoi. Enfin, c'est terrible. Pour les... Tant de mauvaise foi autour de cette table. Terrible, on apprend le houlong. Bon, allez, on va passer à la question suivante. Alors... Les Chinois, on va aller du côté de la Chine, hein, puisqu'on en revient avec le thé. Donc les Chinois ont des coutumes parfois étranges, et notamment en ce qui concerne les mariages. Alors, quelle est la particularité de certains mariages en Chine? S'habiller en noir. Ah non, c'est au Japon, ça. Au Japon, on s'habille en blanc pour les enterrements. Ouais, ça c'est... Le noir et le violet ont des couleurs un peu différentes. Alors ici, c'est pas une question de couleur, c'est le fait de marier... quelque chose qui n'est pas habituel. Une héroïne de jeux vidéo comme au Japon. Non, non, ça pourrait. Non. Les animaux? Non. Est-ce que ça a un rapport avec les humains? Oui. On marie les morts?
Eh bien oui. Oui. En Chine, donc, il existe des mariages entre des personnes décédées appelés mariages fantômes. Donc ce type de mariage consiste, pour la famille du défunt célibataire, à trouver un conjoint fantôme, lui-même célibataire, afin d'enterrer les deux corps côte à côte et renouer avec la bonne fortune. Donc ces mariages sont mignon. très ancrés dans la coutume chinoise et les familles achètent parfois les corps à des milliers de yuan à une famille X. Donc c'est assez... voilà. On peut se marier avec un zombie, hein, alors... Oui, si mais on c'est fait deux pas exprès. morts C'est deux entre morts eux. qui doivent se... Ah oui, ok, d'accord. Ah, ouais, Mariage heureux avec les verres. ouais. hein. Bon, bah, Blondin, un point. Donc, pas mal. Ouais. Va falloir se réveiller un petit peu. C'est un peu la traîne. Bon, tu vas voir le troisième. Bon, écoute, on va rester du côté asiatique, en Corée du Nord. Le côté asiatique que l'on connaît le moins bien, finalement. Exactement. Alors, en Corée du Nord, qu'est-ce qu'on risque si on est jugé coupable de crimes graves? La mort? Oui, Par mais pas fusillade. La mutilation. que. Non. Attends, Mais ça, oui, sans doute, mais il y a, attends. il y a encore, c'est encore plus haut que ça. On l'oublie. On te raid... Oui, la damnation mémoriale. Oui. Je sais pas, en termes plus pratiques, il y avait la mort par chien hein, quand même. Hein. Je crois qu'il y a un des oncles. Oui, de Kim... Ouais, c'est assez dans les mœurs du moment de se faire empoisonner dans les aéroports là-bas. aussi. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus une question de durée en fait. De durée. On va te torturer très longtemps avant que tu ne meurs. Ah, très longtemps, oui, mais. Ah, c'est pas une histoire de... On va sauvegarder ta mémoire sur un disque dur et on va te robot et on va te torturer indéfiniment. Ah non, pas indéfiniment. Pas Dommage. indéfiniment, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. On parlait de Justine de Shell tantôt. Alors on n'est pas loin avec ta description là, de Abaddon. Hein. Bah non, j'ai aucune idée, moi, Non, pas personnellement. d'idée. Non. Eh bien, en fait, en Corée du Nord, les personnes jugées coupables de crimes graves encourent une peine sur 3 générations. Donc, c'est-à-dire que ils seront enfermés dans des camps de détention jusqu'à leur mort, tout comme leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, et en plus, ils travailleront et vivront dans des conditions proches de l'esclavage. Donc, c'est-à-dire que si votre grand-père fait une connerie, bah, vous payez pour lui aussi. Voilà. Ça me rappelle bizarrement l'origine de Bane dans Batman. Oui, Voilà, dans le parce que 3e Bane, Batman il naît en de prison Christopher parce Nolan. que, dans la Dans la BD aussi. c'est un peu ça aussi. Mais voilà, dans la BD, Bane naît en prison pour les crimes de son père aussi. Voilà. Ce qui Et explique pourtant, le il n'était personnage pas en qui est Corée du devenu. Nord. Voilà, oui. Donc ça vient de la Corée du Nord. Donc voilà. Mais donc je suis désolé, mais je ne peux accorder le point à personne. Enfin, voilà. C'est un point fantôme, comme la précédente question. Absolument. Mais peut-être que la suivante vous connaîtrez, parce qu'on va passer au Moyen-Âge. Alors là, vous tout de connaissez bien, suite, on a des médiévistes quand même ici. Non, il y en a qu'un. On est Il n'y a que toi? Il y a que moi. Ah ouais, les autres... Non, c'est des antiquaires, hein, c'est des antiquaires. Antiquisants. Le mot est important pour nous. Oui, je comprends. Vous méritez Mais donc, le respect comme Max, les autres. tu as un avantage, donc tu devrais Oh non, pouvoir pas répondre à cette spécialement. question. Donc, au Moyen-Âge, certains animaux étaient utilisés comme armes de destruction extrêmement puissantes. Les éléphants? Non. Les ours? Non. Les chevaux morts? Les Non. vaches mortes? Non. Arme de destruction. On s'approche quand même par là avec Blondin. C'est du bétail? En quelque sorte. Des chèvres? Non. Comme ça, un animal... Un écureuil. Les lapins. Alors là, c'est une arme terrible. Le lapin des Monty Python est une arme de destruction Tout à fait, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que ça a des plumes? Non. Oui. On va commencer comme ça. Tu pensais peut-être? J'ai l'impression d'être l'Ariel Dombal de la radio liégeoise. Non, y a c'est pas vrai, de ça fait un peu grosse tête hein, pour le moment. Bon, à qui iront les 200 €? Oui, c'est ça. C'était une belle paire de loches. Ah oui, on n'a pas parlé des chats. C'est possible les chats? Ah non, c'est pas les chats. Est-ce que c'est un mammifère? C'est un mammifère, oui. Ouais. C'est D'accord. large. Est-ce que c'est un mammifère d'Europe? Les baleines. Non, c'est pas oui, marin. c'est ça. C'est pas marin. C'est pas marin. Les loups? Non. Est-ce que ça marche sur 4 pattes? Oui. D'accord. Mais la Est-ce que plupart c'est des animaux marchent domestique? sur quatre pattes. Tu dis? C'est des animaux domestiques? Oui. Les furets? Non. Les fouines? Non. Les chats? Enfin non, les chats ça a déjà Le été dit. cochon. Eh oui. Non. Ah. Le cochon, vous savez pourquoi? Non. Il a Mais tapé parce dans qu'en le- fait, la graisse Salaud. du cochon est extrêmement inflammable. Oui, et donc, oh. sous l'effet du confinement, ça permet de faire effondrer des tours de château et ce genre de choses. Merde. Bah, c'est un suif en fait. Ah oui, hein. oui, le suif très de cochon. inflammable.
Tout à fait. Donc, par exemple, voilà, Jean d'Angleterre, le roi, pendant le siège du château de Rochester en 1215, a ordonné d'amener 40 cochons et de les utiliser pour mettre feu à un tunnel creusé sous le château, en fait. Et ça a marché. Et donc, voilà. Puis ce qui est bien, c'est que voilà, tu utilises l'animal que tu vas manger pour faire ton barbecue. Ouais, c'est ça, tu fais du bacon après. Tout à fait. Tout à fait. On va en faire une petite dernière et puis on déguste. Allez. Hein. Et donc j'ai 2 points. Hein. Ouais, non, là, carrément. Il a gagné. Il y a peut-être une égalité qui se... On peut égaliser. Alors, dernière question, sauf si vous êtes à égalité. Les habitants de l'île de Molène, en Bretagne, sont vraiment de drôles d'oiseaux puisqu'ils refusent de se conformer à une convention qui est en général acceptée par Ils sont toujours sous le coup de la loi anglaise, non? Non. C'est une convention que même nous on respecte et qu'on a acceptée, nous, en Europe, partout, même dans le monde en fait. Rouler à droite? Rouler à droite? Non. Partout dans le monde Ouais. Oh. Ne pas épouser sa cousine? Ouais, Christine Boutin a épousé son cousin. Non, ce n'est pas familial. C'est domestique? Oui, ça influence le quotidien, oui, vraiment. Est-ce que ça a un rapport avec le mariage ou certaines cérémonies? Non. Ah, donc c'est pas, ils se marient toujours à l'église avant. Oui, ça oui. On est toujours en France, hein, je veux dire. Oui, mais c'est vraiment certains habitants, une partie de la population de l'île. La langue refuse... La langue, non. Ça concerne les toilettes? Non, ça rythme le quotidien. Bah, les toilettes, ça rythme l'heure d'été et l'heure d'hiver. L'heure d'été et l'heure d'hiver. Ah, Abaddon l'a dit en premier. Mais, zut. Bah, un point pour Abaddon. Un point pour Abaddon. Et donc, c'est-à-dire qu'ils refusent le changement d'heure et donc préfèrent adopter l'heure solaire toute l'année. Et donc, les insulaires peuvent vivre avec 2 heures de décalage, ce qui pose souvent des problèmes quand ils doivent prendre le bateau à l'heure, en fait. Oui, ou quand ils doivent aller à l'administration, parce que là, ils terminent à quelle heure, les fonctionnaires? Ah, ben ça, oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais donc, voilà, c'est assez surprenant que même en France, ils n'acceptent pas le changement d'heure en fait. Ils aiment bien râler. Ils aiment bien râler, c'est vrai. Ben, enfin finalement, Blondin, tu es le plus épatant, le plus cultivé. d'aujourd'hui. Ouais, bah, heureusement que tu n'avais pas dit question. Hein. Heureusement que la dégustation va arriver. Alors, en tout cas, épatez chez vous vos amis, votre famille avec ces petites anecdotes. Vous verrez, ça va pimenter la soirée. Bah, merci Francesco. Alors, et on va passer à la dégustation du thé oolong de Daichan, c'est ça? Benchan, du Benchan, que nous a apporté Abaddon. Alors, il va pas me contredire, ça se boit sans sucre le thé. Pas de sucre, pas de lait, nature. Mais par contre, parfois, si on a mal à la gorge, un petit peu de miel, c'est pas mal. Voilà, dans un bon thé indien aux épices, c'est parfait. C'est d'origine, ça se boit nature. Eh bien, on va goûter ça tout de suite. Alors, qu'en pense Francesco? Je n'ai pas encore goûté, mais tu ça sens sent très 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 bon. Oui, il a une odeur très caractéristique. Il est très 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 bon, vraiment. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi on rajoute du sucre. Oui, pourquoi? Bah, quand il m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté de rajouter du sucre. J'ai ajouté du miel un petit peu. Oui, en fait, le sucre, ça agit comme un exhausteur de goût. Donc, quand vous avez un produit qui est déjà bon à la base, vous n'avez pas besoin de rajouter. D'accord. Et il a infusé 6 minutes ici. 6 minutes. Ce que j'appelle des notes. Des notes. Notes boisées? Non? Pas boisées. Pas boisées? C'est quoi alors ça? C'est pas boisé. Enfin, c'est un petit peu légumineux. Alors oui, on est sur quelque chose de végétal en effet. C'est très dur de décrire quand on connaît pas. C'est vraiment très dur de mettre des mots sur ce qu'on ressent en bouche. Ouais. Vraiment, oui. Vraiment. Et comment est-ce que toi t'y arrives par exemple? Alors franchement, ça m'est pas venu du jour au lendemain. J'ai dû apprendre ce qu'on appelle. Non, parce qu'on ne t'entend. Vas-y. Ouais. Tu as dû apprendre donc l'éventail des notes. Non, j'étais pas devant le micro. D'accord. J'ai dû apprendre ce qu'on appelle l'éventail des notes. Donc il y a des familles de goût, des familles de notes. Donc il y a la famille boisée qu'on va pouvoir détailler en bois humide, bois sec, bois ciré, ce genre de choses. Il y a la famille florale où on peut partir sur les fleurs blanches, les fleurs opulentes, la rose, le jasmin, ce genre de choses. Il y a les fruités, il y a les notes empyromatiques, donc tout ce qui est un peu fumé, cendré, bois. Les notes gourmandes, chocolat, vanille, fève tonka, ce genre de choses. Les notes torréfiées, voilà.
Là, sur le oolong, on est sur quelque chose de très très floral. C'est vraiment une caractéristique des oolongs à faible oxydation. On est sur du floral, sur du jasmin, parfois sur de l'osmante. Il y a ce côté très végétal frais. Quoi d'autre Mais ici, donc, on est plus sur le côté végétal frais. Oui, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose un peu minéral, un peu eau de spa. Ouais, pourquoi pas. Mais Même après, si on c'est du travail. Pas, Je dis toujours, il faut pas se démoraliser parce qu'on ne ressent pas tout ce qui est écrit sur l'emballage du sachet ou tout ce que le vendeur dit. C'est super important de répéter cet exercice plusieurs fois, d'arriver à isoler une note et d'être super content de cette note qu'on a isolée parce que la prochaine fois, on pourra la relier à 2 ou 3 autres. C'est vraiment un travail qu'il faut faire parce qu'on déguste ou on mange, on boit tous les jours, mais on se pose rarement la question de savoir ce que ça goûte réellement. Et on peut le faire sur plein d'autres choses que le thé. Voilà, on sait qu'on peut le faire sur le vin, mais on peut le faire sur le café. Après, vous pouvez faire une soupe de légumes et commencer à vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a comme légumes dans cette soupe. Mais arrête, on va se rendre compte qu'on mange souvent de la merde à ce moment-là. Bon. Voilà. En tout cas, c'est une franche réussite. Il est pas, il est très bon. Il est pas brûlant. Ah non, comme quand je fais bouillir. bouillir. À 70 degrés. Donc, oui, il est à température il est vraiment très très parfaite. bon. Vraiment vraiment génial. C'est un thé chinois donc. Un thé chinois, oui, qui vient du Fujian. C'est où ça ? Le Fujian, c'est comment expliquer ? C'est du côté est de la Chine, vraiment bord de mer. Ah d'accord. Est-ce que c'est à 50 km de la Mandchourie ? Au nord ou au sud de la Mandchourie ? Privé de joke. Je ne joke. répondrai pas à cette question. Private joke. Désolé pour les auditeurs. Bah écoute, franchement, génial. Encore quelques petites questions. D'abord, les études par rapport au thé. Les études que je dois faire ou les études qui ont été faites ? Non, les études en général. Enfin maintenant, pas comme notre diplôme qui ne nous sert à rien, mais maintenant on peut accéder à un diplôme qui sert vraiment à quelque chose grâce au thé et grâce à la connaissance du thé. Ça, c'est un gros problème et c'est le gros problème dans notre univers, c'est que à l'inverse du vin, il n'y a pas d'école d'œnologie pour le thé. Donc quelqu'un qui est sommelier en général a étudié le vin, surtout et beaucoup, mais il a aussi fait le thé, le café, toutes les autres boissons, les cognacs, le whisky, ce que vous voulez. Quand on se restreint au thé, il n'y a pas d'école pour ça. Pas officielle en tout cas. À Paris, il y a l'école du thé qui est dépendante du Palais des Thés, qui a été fondée par François-Xavier Delmas et Captain, qui peut donner un diplôme de thé sommelier. Je vais d'ailleurs essayer de le passer dans un futur relativement proche. Bonne chance. Merci, c'est gentil. Mais il n'est reconnu que par Palais des Thés pour Palais des Thés. Il y a plein d'autres personnes en Belgique qui s'affirment sommelier en thé, mais c'est d'eux-mêmes, c'est bien ça le problème. Autodidacte, enfin ça peut toujours, il faut pas cracher sur les autodidactes. Des gens qui travaillent réellement dans le thé, il y en a, des gens qui sont très qualifiés, il y en a beaucoup moins. Donc c'est un travail qu'il faut faire tout seul à la maison, il faut se documenter, il faut lire, il faut confronter les informations parce que ce que vous allez lire sur un site internet ou dans un livre ne sera pas la même chose que dans un deuxième livre, un deuxième site internet. C'est vraiment un travail de tous les jours, c'est compliqué, c'est pas reconnu. Donc voilà. Mais donc le thé finalement une passion et un métier en devenir. Vraiment, il y a vraiment un boom sur le thé pour le moment, on en boit de plus en plus. La boboisation de la société peut-être ? Je pense qu'il y a beaucoup de ça, vraiment. Merci pour cette question. Non mais c'est vrai. On dit gentrification. D'accord, si tu veux. Voilà. D'autres questions ? Alors, moi j'avais une petite série de questions pour que nos auditeurs puissent te cerner un petit peu mieux. Voilà, comme je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, tu réponds du tac au tac, puis s'il y a besoin, on fait une petite pause. Donc, attention. T'es blanc ou t'es vert ? Vert. MP3 ou WMA ? Slip ou caleçon ? Caleçon. Hugo ou Dumas ? Hugo. Hôtel ou camping ? Hôtel. Mer ou montagne ? Forêt dans la montagne ? Tarzan ou King Kong ? Tarzan. Lego ou Playmobil ? Playmobil. Amélie ou Noton ? Trop dur, Noton. Sherlock ou Hercule ? American Horror Story ou Game of Thrones ? American Horror Story 7 / Game of Thrones. D'accord. Saison 4 ou saison 5 ? Quelle ? La 5. Elle est toujours meilleure. T'es japonais ou t'es chinois ? Japonais, vraiment. La Bourgogne ou la Floride ? La Floride. Oh. Disney ou Legoland ? Dans les deux cas. iOS ou Android ? Et tradition ou innovation ? Tradition. D'accord. Merci beaucoup pour ce rapide
Petite question. Nous allons maintenant faire appel à notre psychologue. Il sort de là. Il est là avec nous. Non, voilà. Merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Eh bien, découvrez le thé, vraiment, sortez des a priori, sortez des sachets de la marque qu'on connaît, arrêtez le thé à la fraise, vraiment, arrêtez le thé à la fraise. Arrêtez le Lipton. Oui, vraiment, même si c'est du Kousmi, même si c'est autre chose, arrêtez le thé à la fraise, arrêtez le thé à l'abricot, passez vraiment sur les thés vert nature, sur d'autres choses, vous en sortirez grandi. D'accord, merci beaucoup. Donc je rappelle ton site www.tea-experience.be. Voilà, j'essaie de publier des articles 2 fois par semaine, généralement le vendredi et le dimanche, parce que le reste du temps, je travaille. Oui. Demain, on a une vie parfois. Évidemment, cette émission ne sera pas encore prête pour que... Non. Oh là là, mais tu l'auras diffusée, mais quand est-ce qu'elle sera prête? En tout cas, merci beaucoup et tu restes avec nous pour la suite de l'émission. À tout de suite. C'est l'effet 16 neuvième. Eh bien, nous revoilà après une petite pause chips pipi clop. Absolument, bien mérité. Bien mérité. Et voilà, la suite de l'émission. Absolument, la suite de l'émission, et je vais prendre la parole puisque c'est Max, c'est l'émission de Max finalement maintenant, et donc maintenant c'est à lui de parler, et donc nous avons cette nouvelle, je ne sais pas si on appelait ça une chronique. Une petite chronique qui s'appelle l'effet 16 le format 16 neuvième. Ouais, l'effet 16 neuvième. Ah, alors, il est écrit sur le papier, l'effet 16 neuvième. L'effet 16 neuvième, c'est bon. Enfin, c'est 16 neuvième en tout cas. Mais donc, Max, vas-y, montre-nous ce que c'est que le 16 neuvième. Je vais vous parler le crime presque parfait. Alors, les méandres de YouTube deviennent aussi riches et tortueuses que n'importe quel recoin d'Internet. On y trouve désormais de tout et de n'importe quoi. La preuve, j'y regarde des émissions Arte alors que je n'ai plus suivi cette chaîne depuis mon émancipation estudiantine. C'est pour moi grâce à, et pour vous à cause de, la chaîne YouTube Blow Up d'Arte sur YouTube que j'ai découvert ce sympathique film qui est Meurtre Parfait ou A Perfect Murder. Ne jugez pas mon accent surtout, dans sa version originale. Alors, je suis assez bon public, vous le savez, autour de la table, et il ne m'en faut pas beaucoup pour me décider à voir un long métrage. En l'occurrence, prenez les termes meurtre, Michael Douglas et année 1998, et j'étais déjà convaincu de ce que j'allais faire le soir même. Cependant, là où ma curiosité a été piquée, c'est quand j'ai appris que ce film d'Andrew Davis, à qui l'on doit aussi Piège en haute mer et Le Fugitif, attention, pas n'importe qui, c'était un remake. Et l'original porte le titre de « Le crime était presque parfait », réalisé par... George Lucas ? Non. Alors là... Michael Bay. Par Alfred Hitchcock. Oh ! Alors je vois autour de moi des rictus d'appréhension se dessiner sur le visage de mes condisciples, car ils commencent à entrevoir où je veux en venir, mais surtout que ça va être plus long que prévu, pas grave, on a le temps. Donc Dial M for Murder d'Alfred Hitchcock est sorti en 1954 et c'est un huis clos que j'affectionne tout particulièrement, comme de nombreux films d'Hitchcock. Oui, je sais, je vous emmerde toujours avec ça. Si vous avez des réclamations à faire, faites-les à ma mère, c'est avec elle que j'ai vu à 12 ans Les Oiseaux. Maman, si tu nous écoutes de là où tu es, c'est-à-dire derrière ton PC, merci à toi. J'ai eu la chance de le voir au cinéma, ce Dial M for Murder, au cinéma Souvenir, il y a quelques années, en 3D. Je vous raconte ça juste pour l'anecdote, parce que oui, Alfred Hitchcock a réalisé un film en 3D en 1954, et la 3D était aussi bonne qu'elle ne l'est maintenant. Donc évitez d'aller voir un film avec ces ignobles lunettes qui vous enlèvent tout sex appeal, c'est inutile. Le crime était presque parfait nous narre l'histoire de Tony Wendis, un ancien tennisman reconverti en vendeur d'accessoires sportifs, désirant se débarrasser de sa femme adultère, la charmante Margot, interprétée par la non moins charmante Grace Kelly. Le plan est simple. Un ancien compagnon d'école à qui il propose 1000 livres sterling, retenez bien ce chiffre, en plus d'exercer sur lui un petit chantage des familles, se chargera de l'étrangler pendant que Tony dînera tranquillement avec des amis à son club pour son alibi. Bon alors je vous raconte la fin parce qu'un film de 1954 s'il vous plaît les mecs. Spoiler alert. Spoiler alert.
Évidemment, on ne tue pas Grace Kelly aussi facilement, d'accord? La belle arrive à planter des ciseaux dans le dos de son agresseur, assurant ainsi un rebondissement bienvenu à cette intrigue théâtrale. Il n'y a que les voitures qui ont un problème avec Grace Kelly. D'accord. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je ne vous fais pas tout le film. Margot est sur le point d'être pendue pour le meurtre de son agresseur quand l'inspecteur Hubbard, le Hercule Poirot du pauvre, en gros, se décide à sortir les doigts de la moustache en écoutant l'ancien amant de Margot afin de piéger Tony grâce à un quiproquo sur l'emplacement de la clé de l'appartement. Dit comme ça a l'air con, mais ça fonctionne vraiment très bien. Nul besoin d'épiloguer en enfonçant des portes ouvertes. C'est un très bon Hitchcock, et comme tous ces films, même s'ils ont vieilli, même si vous les avez déjà vus, vous arrivez encore à être tenu en haleine jusqu'au générique de fin. Et meurtre parfait dans tout ça. Eh bien, Michael Douglas y tient le rôle d'un détestable trader, Steven Taylor, dont Emily, Gwyneth Paltrow, la jolie Gwyneth Paltrow, sa femme, s'est lassée et lui préfère un jeune et vigoureux peintre underground, David, interprété par Viggo Mortensen. Ça fait très bizarre, hein, dit comme ça, vu aussi comme ça. Aragorn et Pepper Potts, j'aurais pas dit ça comme ça, moi. Voilà. Alors, comme dans l'original, Steven Taylor sait que son épouse a une liaison, et première différence avec le film d'Hitchcock, au bout de 15 minutes, le personnage de Michael Douglas va trouver David, l'artiste, pour poser sa paire de couilles en diamant sur la table basse du peintre, d'accord? Lui dire cache tout ce qui se passe. Vous savez que je vous envie. Vous m'enviez, moi? Oui, estimez-vous. Flatté, je ne suis pas. Porté à être envieux, je trouve ça pitoyable comme attitude. Ça se faufile en vous comme un cancer. Je suis infecté et vous savez pourquoi. Non, mais si, c'est des expériences les plus sublimes qu'on puisse connaître. Un rêve. Un absolu intégral. Quoi? Baiser ma femme. À ce niveau-là, ça ne s'appelle plus jouer franc jeu, on est vraiment dans un niveau supérieur. Alors forcément, Steven fait chanter David sur son passé et lui propose également 500 000 $, inflation oblige, hein, pour liquider Emily, et d'ailleurs il a un plan tout préparé. Alors là, vous cherchez pas de différence avec le film d'Hitchcock, c'est quasiment pareil. Puis on arrive à la scène mythique du « qui que c'est qui va mourir ce soir ?» Eh ben, c'est pas vraiment celui qu'on croit, puisque j'ai été assez surpris de découvrir que, attention, je spoil allègrement l'un des effets qui se coulent du film, ce n'est pas la gorge de Viggo Mortensen que Gwyneth Paltrow a poignardé à l'aide d'une sonde pour roast beef, mais celle d'un connard random que David avait engagé avec la compte que lui avait donné Steven pour faire le coup. Entre en scène alors Hercule Poirot, encore lui, mais vraiment Hercule Poirot parce que c'est David Suchet qui est l'inspecteur Caraman chargé de l'enquête. Donc je rigolais pas. Bon alors il sert pas à grand chose, mais il avait déjà ce regard inquisiteur, vous voyez, qui fait trembler les plus retors ennemis de la justice. Alors bon, avançons un peu, laissons tomber la suite de l'intrigue et amorçons un début de conclusion que vaut ce long métrage. Pour moi, c'est un film à voir, il est bien réalisé, les acteurs sont bons, le doublage VF fait plaisir, surtout en comparaison avec ce que l'on entend parfois maintenant, et l'intrigue reste plaisante, même si fondamentalement, j'ai déjà vu le film, quoi. Et pourquoi voir ce film? Parce qu'il a un effet Canada Dry sur le film d'Hitchcock, en fait. On a l'impression qu'on sait ce qui va se passer, mais l'histoire est assez différente pour que l'on soit agréablement surpris. Mention spéciale au personnage de Gwyneth Paltrow, qui n'est pas aussi cruche que celui de Grace Kelly. Ainsi qu'à cette scène où Michael Douglas arrive, alors qu'il est en très mauvaise posture, à créer un mindfuck dans l'esprit de sa femme grâce à Xanatos Gambit très approprié. Bon alors pour bien faire, je vous conseille de voir les deux films, forcément. Cependant, je conclurai là-dessus, je pense que celui d'Hitchcock reste au-dessus, malheureusement ou heureusement, pour une raison qui tient en un seul mot, le climax. On sait que les gentils gagnent toujours à la fin dans les films du Master of Suspense, mais il arrive toujours à nous faire dresser les cheveux sur la tête, à nous faire retenir notre respiration dans des situations ô combien plus tendues que des strings sur une plage de non-nus. Donc j'ai trouvé dans le film d'Andrew Davis le climax assez terne, car il ressemble en fait à tout ce qui se faisait dans les années fin 80-90. Mais aussi parce qu'il est un peu expédié, ça fait clic-clac, merci Kodak, c'est terminé, on rembarque les caméras, la scène d'action est finie. La version de 54 se terminait également rapidement, mais elle avait porté l'attente du spectateur tellement plus loin que le générique servait un petit peu de panneau « Vous pouvez respirer normalement maintenant ».
Malgré ce triste écueil de fin, je vous recommande toujours ces 2 films, car je pense que l'on peut dire à propos du brillant essai d'Andrew Davis, ce remake était presque parfait. Merci. Oh, merci Max. Et donc voilà, on va lancer maintenant le jingle pour les recommandations, et voilà. Alors, par qui que je commence? Allez, par Blondin. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? J'aurais bien 2 choses à recommander. En premier, un roman, et en deuxième, un comics. Ah, le roman. Donc pour le roman, ça s'appelle River Dream. Je crois que c'est sorti dans les années 80. Je ne sais plus exactement. Mais l'auteur devrait parler à beaucoup de gens, puisqu'il s'agit du... Allez, il n'est pas très connu. Il faut l'avouer. Il n'est pas très connu. Pas très connu, non. En tout cas, c'est un peu ça qui est triste. C'est qu'il n'est connu que pour une chose, alors qu'il a écrit énormément. Il s'agit de J.R.R. Martin, donc très connu pour ses Guerres du Trône, pour paraphraser Lucas, justement. Voilà, allez. Game of Thrones. Game of Thrones, voilà. Disons les choses autrement. Mais River Dream est un roman très sympa. Bon, il y a un peu le défaut des romans de Martin, c'est-à-dire que 500 pages, la même chose en 300 aurait pu tenir, mais voilà, c'est quand même, franchement, mon avis est très positif sur ce roman-là. Bon, pour situer un petit peu, l'intrigue se déroule sur 13 ans, mais on se situe surtout en 1857, et on suit le cours du Mississippi. D'accord. Donc, tout, ou presque, se passe quasiment sur des vapeurs entre le Missouri et la Louisiane. Donc, entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans, où on suit le personnage d'Abner Marsh, qui ressemble physiquement à Martin, donc comprenez à peu près 1m80 pour 150 kg, voilà, et pas 150 kg de muscles, qui mange à peu près l'équivalent d'une semaine en entrée, voilà. Mais qui est un personnage bourru, sympathique, compréhensif. Et bon, là où je trouve que le roman est très intéressant, c'est que je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue principale, mais elle est fantastique. Et ce qui est très intéressant, et je comprends tout à fait pourquoi il place le principal de l'intrigue en 1857, c'est que tout est fait pour nous montrer le rapport entre l'esclavage et les mouvements abolitionnistes de l'époque. Clairement. L'antagoniste principal, il représente le Sud dans ce qu'il a de plus horrible par rapport à l'autre grand personnage qui va accompagner Abner, qui lui représente au contraire les abolitionnistes dans ce qu'ils ont parfois de plus extrême aussi. Et Abner qui est un peu une espèce d'entre-milieu, ou plutôt une espèce d'abolitionniste, mais qui en même temps se rend compte que faut prendre les choses au fur et à mesure et de certaine manière, et peut-être à une échelle un peu plus micro que macro. Voilà, c'est un petit peu ça. Et voilà, sans livrer un grand pamphlet sur l'histoire américaine et ce genre de choses, on a quelque chose quand même d'assez profond sur le sujet. Franchement, c'est pas mal à ce niveau-là. Et puis bon, c'est un livre qui fera une très bonne inspiration pour Deadlands si vous jouez dans le Mississippi. Voilà, c'est dit. Voilà, donc ça je recommande. Et bon, le deuxième, c'est un comics. Je ne sais plus le nom de la personne qui le scénarise et le dessine parce que je l'ai lu assez rapidement. C'est un comics en 6 numéros qui s'appelle The Shadow Glass. Donc, je crois que c'est Al Tyler, quelque chose comme ça, qui l'a dessiné. Et franchement, donc là, 2 des personnages principaux sont intéressants, puisqu'il s'agit... Alors, le Shadow Glass par Ali Fell.
Alifel, pardon, Alifel. voilà, c'est ça. Ouais. Alifel, donc je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame, je crois que c'est un monsieur, voilà, mais qui a un dessin franchement très sympathique, hein, les couleurs sont également très sympas. Ça a l'air pas mal vu comme ça. Ouais, voilà, je sais pas très bien ce qu'il a dessiné à part ça, mais je suis tombé là-dessus complètement par hasard, c'est vraiment pas mal. Donc, Angleterre élisabéthaine, et on suit plus ou moins l'entourage de John Dee. Donc, Et il y a des tentacules de ce que je vois aussi. Ouais, donc c'est encore une fois fantastique. Ouais. Tout le monde voit plus ou moins qui est John Dee. Non. Voilà, donc personnage peut-être à Banner. Non. Voilà, John Dee, en fait, c'était quelqu'un qui a servi longtemps de conseiller à Élisabeth Ier. Donc, astronome, occultiste, ce genre de choses. Un grand spécialiste de l'angéologie. Oui, il n'y a pas que la démonologie, les gars. Il y a aussi l'angéologie. Et il s'est accoquiné à un moment à un autre qui lui paraissait moins sérieux comme astronome, un certain Talbot au parcours assez obscur et ce genre de choses. Et en fait, l'intrigue du comics tourne autour d'un accident qui serait déroulé entre ces deux hommes, où on va suivre d'autres personnages qui eux sont complètement fictifs pour en comprendre un peu la teneur. Et ce comics, c'est vraiment un comics d'horreur, hein, je tiens à le préciser. Hein, donc, si, comme disait Max, il y a des tentacules, on n'est pas dans du cthulien, à proprement parler. On est plutôt... on est plutôt vraiment dans une espèce d'horreur vraiment religieuse, comme on pourrait l'avoir dans un film comme L'Exorciste. Mais il y a également une espèce de fascination pour le personnage du monstre ici, qui manipule magnifiquement tout le monde, mais qui est aussi très ambigu comme personnage, par la relation qu'il va avoir avec le personnage principal, qui est une jeune fille de même pas 20 ans, et de la relation qu'elles vont tisser. Donc franchement, c'est un très bon comics dans la mesure où je l'ai refermé en ayant du malaise, ce qui est quand même plutôt rare. Oui, le but est atteint. Voilà, il y a un but atteint. Il y a eu vraiment du malaise plus que de l'horreur, du dégoût, ce genre de choses. Et à partir du moment où on a ce genre d'émotion, qui est quand même plus complexe, je trouve qu'il y a un bon travail qui est fait. Donc franchement, à recommander aussi, 6 numéros, pas traduits. Hein, je pense pas qu'il y a de trait de paperback, voilà, mais franchement, le niveau d'anglais est tout à fait compréhensible. Donc... pour peu que vous lisiez habituellement sur simplement des sites internet en anglais de manière régulière, vous devez pouvoir comprendre les tenants et aboutissants. Voilà, donc à recommander, franchement. Abaddon, une petite recommandation ou plusieurs? Oui, une petite recommandation, une série Netflix, bon après, on peut la retrouver partout sur le net en téléchargement. Survivant désigné, donc on est sur une réalité assez proche de ce qui peut se passer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Attentat au Capitole, le président des États-Unis et tout son Sénat meurt. Et puis reste une personne, le survivant désigné, un pauvre gars qui était au logement, qui devait être exilé au Canada le lendemain, se retrouve propulsé au devant de la scène. Il doit gérer la situation. Forcément, il découvre le lendemain qu'il y a une autre survivante désignée, celle du camp adverse. Il doit gérer... les séditions qui se passent aux États-Unis, les gens qui ne veulent pas reconnaître son autorité. Il doit gérer la crise face au terrorisme, il doit gérer sa rivale. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. C'est vraiment pas mal. Redis-nous le titre. Survivant désigné. Survivant désigné. Sur Netflix. Parce que le téléchargement, c'est mal. En même temps, si c'est sur Netflix, on ne saurait pas le télécharger. Et ah enfin, non, non, surtout pas, oh que non. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Francesco, une recommandation. Oui, moi, la recommandation que je peux vous faire, c'est un film. C'est A Monster Call que ça s'appelle. Donc je crois que je connais. Elle est un peu vieille ta recommandation. Oui, elle est un peu vieille, mais je trouve que c'est Monstre et compagnie en fait. Hein. Non, si seulement c'était Monstre et compagnie. Non, ce n'est pas une comédie, c'est un très 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 beau film et qui je trouve n'a pas eu la publicité, oui, le succès et la publicité qu'il aurait dû avoir. C'est un conte philosophique, enfin on peut dire ça comme ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa maman et sa grand-mère, et en fait sa maman est malade
Et donc, du coup. Et sa grand-mère est Sigourney Weaver, ça vous donne un petit peu l'étendue des dégâts dans la famille. Absolument. Donc, elle joue une grand-mère qui, a priori, semble acariâtre, puisque on ressent les choses à travers les yeux du petit garçon. Et donc, en fait, ce petit garçon va essayer de s'inventer un monde, en fait, autour de lui, pour un petit peu dépasser les événements qu'il vit. Et donc notamment il va y avoir un arbre dans le jardin qui va prendre vie, et cet arbre là va venir, c'est un énorme arbre assez impressionnant, et le nom du comédien qui joue ce rôle là m'échappe. Liam Neeson. Voilà, c'est Liam Neeson qui Liam prête sa voix à l'arbre. Extraordinaire. D'ailleurs, il prête son visage et sa voix à l'arbre. Et cet arbre vient toutes les nuits, et précisément à minuit 7, pour raconter une histoire au petit garçon. Et c'est vraiment un très 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 beau conte qui m'a un peu fait penser au labyrinthe de Pan. Donc cette histoire de cette petite fille qui s'invente un monde autour d'elle. Ici, c'est vraiment ça aussi. Et d'ailleurs, je pense que Guillermo del Toro est le producteur de ce film-là. Donc voilà, je vous le recommande. Il y a aussi des petites histoires dans l'histoire. Ouais. Ça, c'est super. C'est super. Tout à fait. Et oui, c'est vraiment fait aussi à l'aquarelle, en animation d'aquarelle, c'est superbe, c'est vraiment très très joli. Et bon, il n'est plus au cinéma pour le moment, mais il sort en DVD le 9 mai. Donc vraiment je le recommande quoi. À regarder un jour où vous vous sentez bien, parce que sinon vous partez en dépression. Ah Moi, je me souviens d'être sorti avec Francesco du cinéma en se mouchant. C'est trop triste. Ça c'est clair, préparez vos mouchoirs, mais c'est le genre de film où on reste calé sur le générique de fin pendant 2 minutes sans rien dire et sans, enfin voilà, c'est juste beau quoi. C'est un beau film, voilà, c'est un très très beau film. Merci Francesco. Eh bien, moi, j'en profite aussi pour faire 2 petites recommandations. Alors, je ne sais pas du tout quand cet épisode sortira sur Internet, donc au cas où, je suis allé voir une exposition au Parc de la Bovary sur les BD Métal Hurlant avec Red Son et Green You. Je vais aller la voir bientôt, moi. Et aussi, voilà, c'est franchement très très bon, je recommande. Bon, c'est cher, c'est vraiment cher. S'il y a moyen de gagner des billets ou quoi, allez la voir franchement, parce que sinon ça fait mal au portefeuille. Mais ça valait quand même la peine d'être vu. Il y a vraiment de super planches de BD qui sont exposées. Vraiment, on a passé un très très bon moment de contemplation, parce qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. C'était vraiment génial. Et puis la deuxième recommandation que je voulais faire, parce que je fais toujours des trucs avec des potes, je suis allé voir avec notre ami Marcus Pénis Grave au cinéma. Donc Grave, cette histoire d'une végétarienne qui fait ses études en vétérinaire, qui commence ses études en vétérinaire et qui doit être bisutée, et pour ça elle mange un rein de lapin, et elle était végétarienne, elle a goûté la viande et elle prend tellement goût à la viande qu'elle devient cannibale. Voilà, ça c'était le pitch de départ. Alors en sachant que ça a été aussi filmé au Sartillement, qu'on reconnaissait avec Marcus les trucs, on se disait... Le Sartillement est effrayant, hein, faut oui, préciser. là franchement, mais j'ai plus envie d'y aller, surtout pas en voiture, parce qu'il y a un petit ressort scénaristique appliquant des voitures sur la route du Sartillement. Non, ça ira, je passe mon chemin. Mais franchement, les films d'horreur au cinéma, c'est pas ma came. Et là, je dois dire que c'était pas du jumpscare putassier. C'était vraiment une sale ambiance qui s'instaurait petit à petit. Les acteurs et les actrices étaient vraiment très bons. Et on est sorti un petit peu comme avec Francesco de Monster Calls. On est sorti vraiment très très mal à l'aise. Donc le film a vraiment réussi tous ses paris, vraiment. Très très bon film, Grave à recommander. Donc on a quand même pas mal recommandé de choses qui provoquent du malaise, je vous fais remarquer. Oui, voilà, ce sera un petit peu la ligne directrice de l'émission. Sauf le thé. Oui, sauf le thé ne provoque pas de malaise. Dans le thé, il y a la théanine, c'est un antidépresseur abusé. Voilà, donc lisez tout ce qu'on vous a recommandé et buvez beaucoup de thé en même temps. Ça si possible, faire les deux en même temps. Faire les deux en même temps, c'est parfait. Voilà, est-ce que vous avez un petit mot de la fin ? Non. Passez une bonne fin de journée, soirée, tout ce que vous, nuit, comme vous voulez. Merci à Badon d'être venu pour nous parler de texperience.be.
Si tu veux revenir, tu reviens, tu es le bienvenu. Il faudra juste partager ton micro avec quelqu'un d'autre. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés si vous avez pris le temps. Au nombre de 2. Oui. Nous les saluons chaleureusement. Mais là, on se lance pour concurrencer Proésie, donc ça va y aller. Absolument. Eh bien, merci à tous et à une prochaine alors. À bientôt. Salut. Salut.